Domaine Paul Mas, le luxe rural en Languedoc et Clarisse Automobile, distributeur DS, présente Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi, Gérard Klein. Oui, alors je disais un truc marrant. En fait, on est dans le silence. On a mis des casques à une, deux personnes. Troisième personne n'a pas de casque. Donc, moi, j'écoute dans mon casque la radio. C'est vachement égoïste. Et puis, en fait, les autres, ils n'entendent pas. Alors, tout à l'heure, je vous disais que j'étais donc à Montagnac, domaine Paul Mas, avec Jean-Claude Matt à ma gauche, qui est arrivé propriétaire. En face de moi, la jeune femme dont je parlais tout à l'heure. Juste en face aussi, Antoine, je te connais, je t'ai déjà vu. C'est possible, on s'est déjà croisé. Ah, c'est toi qui es assis à droite dans la voiture à côté de moi. C'est moi qui te supporte. D'accord. T'as failli t'endormir il y a 2-3 jours, mais tu t'es pas endormi. Non, on est vaillant. On est, Ah, on est sur un marathon, Gérard. Ouais, on est sur un... Il me dit ça tous les jours. En fait, Antoine, il a fait du rugby, c'est un vrai sportif, etc., etc. Et il me dit, on est sur un marathon. Mais on est sérieux. Hier soir, on a fait un tout petit écart, mais on est dans un domaine de vin, donc on a fait un tout petit écart. Mais on a bien rigolé, mais vraiment bien rigolé. Ah, ouais. Et donc à droite, il y a un monsieur tout en lin, il est habillé tout en lin blanc. Il y en a chic. Ah, chic. Un jour, il y a Piccoli, Michel Legrand, j'en ai pas pour longtemps. Il est venu à Oudan où on habite, on avait tourné 2 fois ensemble et tout. Et ma femme, ses parents, ils étaient chiffonniers. Donc le père Vallon, il avait récupéré des anciennes, les trucs qu'on mettait de la paille dedans pour les soldats en lin. Mais du lin magnifique quoi. Et le grand, il est rentré, on lui faisait visiter tout notre bordel en fait, et il dit oh le lin, j'en veux, il nous disait. Donc on lui a filé des paillasses, deux paillasses, et il s'est vraiment fait faire un costume en lin, un peu épais, et il est venu nous montrer son costume en lin. Donc à chaque fois que je vois ce tissu qui est magnifique quand même, tu vois, je pense à lui au grand, il était extra. Ah ouais. Un jour, avec Romy Schneider, on avait bu des canons, je lui dis, après j'arrête. Et on était à table et il a dit à Rouffio, Jacques Rouffio qui faisait le film, mais tu m'avais pas dit que tu avais engagé un fou. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc je reviens au vin, on est dans un domaine, quand je dis magnifique, ça veut rien dire, j'ai envoyé des photos à ma femme, parce que c'est vraiment superbe. Bon goût, tout vraiment, puis on se sent bien. Et donc en face de moi, j'ai l'une de mes filles, en gros, qu'est-ce qu'elle peut bien faire ? Alors les études, si vous dites ce que vous avez étudié, on va deviner. Qu'est-ce que vous aimez bien dans la vie ? La nature. D'accord. La nature comment ? Vous marchez, vous nagez ? Je marche, la nature, dans toutes ses formes. D'accord. Et là, vous avez commencé toute petite dans la nature, dans quelle région ? Charente-Maritime. Ouais. Il y a un petit indice, Charente-Maritime. Ah, ça nous fait un point commun. Ouais, avec Antoine. Charente-Maritime, oui, mais bon, Charente-Maritime, alors un autre petit indice alors. Bon, dès que vous allez dire un truc, on va deviner. Voilà, alors. c'est ça. Alors un indice, vas-y. Un indice, une plante qu'on cultive et qu'on récolte et qu'on transforme. Bon là, je pense que Jean-Claude, tout le monde a deviné, non ? Jean-Claude Matin. Des olives. Il dit des olives. Bah, peut-être des olives. Non, il a pas tort. Ça pourrait. Alors, ça pourrait. On est chez lui, en fait. On est chez Jean-Claude Mas. Il y a un gros indice. Donc, elle est chez vous. Voilà, elle est consultante en fait et elle nous aide dans tout ce qui est suivi d'une partie du vignoble. Elle est œnologue. Elle est œnologue et elle travaille donc dans les vignes. Elle se bat beaucoup dans les vignes en ce moment pour voir la maturité. Et après, elle nous aide pendant les vinifications pour le suivi des fermentations avec les autres équipes d'œnologues. Alors, œnologue, les études, c'est où ? À Beaune ? Alors, il y a 5 centres d'œnologie en France. Donc, il y a Beaune, il y a Bordeaux, il y a Toulouse, il y a Reims et il y a Montpellier. Donc, moi, j'ai fait à Montpellier. Avec une particularité à Montpellier, c'est qu'on peut faire le diplôme d'œnologue à l'école d'agronomie. Et donc on a à la fois la partie ingénieur agronome et œnologue, voilà, spécialisé en viticulture du coup. Ok, on a le sol et puis la grappe. Voilà, exactement. Voilà, parce que c'est toujours, on le dit toujours, mais on fait pas de bon vin sans bon raisin. C'est le b.a.-ba de. Ah, c'est bien. On fait pas de bon vin sans bon raisin, bien sûr. Et donc vous avez évidemment des parents qui buvaient, c'est normal. Oui, amateurs, mais pas du tout producteurs, mais oui, forcément un peu, oui. Ah, amateurs, ils aimaient bien. Oui. Donc toute petite, vous avez goûté des vins ou pas ? Oui, alors après, vers chez moi, c'est beaucoup le Bordeaux. C'était pas du tout les vins du Languedoc que j'ai découvert vraiment pendant mes études
à Montpellier. D'accord. Donc pendant les études, on fait quoi au début? Première année, deuxième année? Alors en première année, deuxième année, on fait toute l'agronomie, donc de l'élevage des vaches à la culture de l'olive, au blé, enfin voilà, un petit peu tous les secteurs. Et après, on se spécialise. D'accord. Et Montpellier a cette spécificité d'avoir un historique d'enseignement de la viticulture et de l'œnologie. Depuis la fin du 19e, l'arrivée du phylloxéra et tout, c'était un gros centre de recherche. Donc l'école d'agronomie est très orientée sur la viticulture. Donc Ok. Naturellement, c'est ça qui m'a intéressé. Et alors comment ils ont fait quand le phylloxéra est arrivé? Eh bien, ils ont Pour réagir. importé des vignes américaines qui n'étaient pas sensibles aux champignons et en fait, ils ont greffé nos cépages, ce qu'on appelle vinifera, Ouais. donc les cépages qualitatifs d'aujourd'hui, sont greffés sur des porte-greffes résistants au phylloxéra. Avant, on plantait ce qu'on appelle franc de pied. On plantait simplement le vinifera. Et là, aujourd'hui, c'est un moyen qui a complètement éradiqué le phylloxéra. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui fabriquent, j'ai visité un jour, enfin un pote qui avait 10 hectares de chardonnay, par exemple, Oui, avec ouais. des tout petits bouts de bois qui sortaient du sol. Oui, oui, Et donc, il reçoit des fagots. c'est ça. Il reçoit des fagots de bois gros comme mon pouce, on va Mhm. dire à peu près. Ouais. Et sur ces fagots, il y a des femmes, il a un petit atelier, elles font une greffe en oméga. Ouais, exactement. Voilà, c'est Donc, ça. ils sont Ça, c'est assis. le métier de la pépinière Ah, c'est qui top. n'a pas changé ça depuis J'ai trouvé ça 150 extra. ans. À Voilà. part que, ici, quand même, la greffe. Oui, Parce oui. que la greffe oméga, nous, Oui. on a tendance aujourd'hui à l'éviter. On est revenu à la greffe anglaise. Alors, c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est la manière de couper le greffon sur le porte-greffe. Ouais. On peut moi, quand j'étais petit, mon père m'a amené dans les vignes. On greffait, on n'avait pas des greffés soudés. On plantait les porte-greffes et après on venait greffer dessus. Alors on prenait le porte-greffe, on le coupait, on le taillait, on l'entaillait. On faisait comme avec donc le cépage, le greffon. On venait mettre le greffon sous forme de biseau et on enfonçait dans la fente du porte-greffe et on mettait de la ficelle à greffer. Et ça, c'était des greffeurs, c'était un métier fabuleux. Avec l'arrivée des pépinières modernes, on est passé sur les greffés soudés qu'on appelle, les greffés soudés qui sont faits dans les pépinières et qui, pour être plus efficaces d'un point de vue productivité, ont développé la greffe oméga. Alors, oméga, c'est la lettre grecque, Oui. oméga, avec deux pattes en bas et puis un Ouais. rond au-dessus. Oui. Voilà, et ce qui fait que là, il y a deux pattes qui descendent et Voilà. Ça un s'emboîte, qui en rentre fait. et C'est un s'emboîte. plus de contact, en fait. Ouais. Euh, Et surtout, ça se mécanise. Enfin, il y a C'est quand même surtout des mécanisé, opérateurs, mais des petites la machines. meilleure greffe, ça reste quand même la greffe, pour moi, la greffe anglaise. Ah ouais? Et, oui, et on l'impose aujourd'hui, de plus en plus. Ah oui? Ah ouais, à nous. Donc, vous les faites faire, vous les achetez? Certains pépiniéristes proposent maintenant la greffe anglaise. C'est un Ouais. peu plus cher, je pense, C'est plus cher, au coût ouais. du plan, parce que c'est plus long au niveau productivité, justement. D'accord. Mais voilà, il y a une C'est diversité. plus cher, mais il y maintenant. a des résultats. On parle pas assez dans la vigne, et ça, j'en discutais avec des pépiniéristes qui sont des vrais. On parle pas assez de la naissance de la vigne. La naissance de la vigne, ça passe d'abord par le travail du sol, comme le faisaient les ancêtres. Ils charruaient, ils sortaient les racines. Après, on a eu des époques où on est allé plus vite, avec des machines plus puissantes qui permettent de travailler beaucoup plus vite. Et on a fait beaucoup de bêtises. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quelques problèmes. Il y a des problèmes de mortalité dus à l'ESCA, type de champignons qui sont apparus, à mon avis, suite à plusieurs phénomènes, dont le travail du sol, pas assez de repos du sol, et le type de plan qu'on a utilisé ou le manque de sélection suite à une demande qui s'est accrue de manière assez incroyable à travers toutes les plantations qui ont été faites dans le Nouveau Monde. Un peu le même problème qu'on a eu sur le liège, où la production de plus en plus de bouteilles, la demande de liège a explosé, et on s'est retrouvé confronté à pas mal de problèmes de liège Il y en a qui ont plus. débouché sur la capsule à vis, comme l'ont fait les Néo-Zélandais, qui ont débouché sur des bouchons de type diam. Voilà, donc on est un peu dans le même. Et je pense que la naissance d'une vigne, par la préparation du sol, et la deuxième chose, par l'attention portée au plan, c'est capital. C'est Mais alors- capital pour la suite de la vie de la vigne. Alors, vous êtes de cet avis-là, mais les autres sont peut-être pas forcément du même avis. Alors, ils font comment? Ils travaillent vite? Je pense qu'on a perdu certains savoir-faire. On a perdu certains savoir-faire dû à la recherche de productivité absolue. Et on y revient un peu. Quand on parle de bio aujourd'hui, il y a la notion de temps, la notion d'écoute, la notion de compréhension de la nature et la notion d'éthique. Et ça, c'est des choses qui sont hyper importantes avant de parler de bio. Très bien.
À tout de suite sur Sud Radio. Les routes de l'été avec Gérard Klein sur Sud Radio. Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi. Gérard Klein. Avec Domaine Paul Mas, le luxe rural en Languedoc. Vous êtes bien sur Sud Radio, les routes de l'été avec Gérard Klein en direct du domaine Paul Mas à Montagnac dans l'Hérault avec vos invités, Gérard. Oh, il me vous voit, il est trop fort. Quand il est dans la voiture, il me vous voit pas. Et alors c'est marrant parce que quand on fait de la radio, comme on dit, les gens qui font de la radio en général, ils écoutent pas les pubs parce qu'ils ont autre chose à faire. Ils appellent un pote en disant non, t'inquiète pas, j'ai 2 minutes de pub. Mais nous, on les écoute, on les entend. Donc, évidemment, Jean-Claude Mas réagit. Tous on réagit, on entend une pub, Intermarché, Lidl, etc. On nous dit avec modération dans le casque aussi, parce qu'il faut dire beaucoup, comme on va parler de vin et de vigne, avec modération. Donc on peut sourire en entendant ça, ou ne pas sourire, en tout cas on va le dire. Et donc Jean-Claude qui est là, Mas dit mes amis de Lidl et mes amis d'Intermarché, c'est tout. Bah oui, bon, il faut savoir que faire du vin c'est une chose, mais il y a des gens qui sont là pour le présenter aux consommateurs et Lidl ou Intermarché sont nos partenaires. Ben c'est bien de le dire. Et oui, il y a combien de pieds de vigne ici? On peut pas les compter en fait. En Languedoc ou sur le domaine ici? Sur les domaines ici. Des hectares, si vous voulez, on va faire. On fait un peu de mathématiques. Ouais. Allez. J'ai connu un mec qui était instituteur. Ah oui, c'est pour ça que il me rappelait quelque chose. Aujourd'hui, on cultive nous 940 hectares sur la totalité des 17 domaines. Si vous prenez une moyenne de 4800 pieds hectares, il y en a qui sont à 4002, il y en a qui sont à 5004, on va même jusqu'à 6000, plus de 6000. Il y en a qui sont 4002 à 6000. On va prendre une moyenne, elle est à 5 facile. Oui, arrondissons. 5, 5 pour fois, le calcul. 5 fois 900, ça fait combien de millions de plants? Ça fait 945. 5000 fois 900 5000 fois ça fait 40 millions de plants. Ça fait 500, 5000, 40 millions. 4 millions et demi. 4 millions et demi. C'est ça? Et alors, 4 millions et demi de pieds, d'accord? Oui. Bon, ça représente 4 millions et demi c'est un morceau de bois planté par terre qui est vivant, c'est pas un morceau de bois. Mais, sur chaque pied, on doit intervenir pour tailler. Mais tailler, c'est pas une machine. Non, alors on simplifie un peu, on prétaille. Bon, d'abord la taille, il y a plusieurs types de taille. La taille historique, à l'époque de mes grands-parents, c'était le gobelet, c'est-à-dire c'est une souche qui est formée comme un arbre. Vous voyez, on taille en tournant autour de la souche. Et on avait des plantations qui étaient plus élevées à l'époque parce que c'était cultivé au cheval, c'était 1 mètre par 1 mètre, donc on arrivait à 10 000 pieds hectares. Donc 1 mètre sur 1 mètre. Aujourd'hui, on est passé sur des plantations qui ont environ 90 cm entre chaque pied et de large, on est à 2 mètres 10, 2 mètres 25. Donc ça, cette taille se fait aujourd'hui, cette prétaille se fait sur des parcelles qui elles sont palissées. Le palissage impose des tailles un peu différentes qui sont le cordon de Roya ou la guyot simple ou double par exemple. C'est pour les deux plus connus. Moi je suis un fan du cordon de Roya. Ça permet de passer une machine qui va couper la moitié du sarment et après le tailleur arrive derrière pour vraiment bien travailler et bien former la souche. Alors par rapport à Guyot, c'était un bonhomme en fait au départ qui connaissait rien. Oui, voilà, je connais pas trop l'histoire de Guyot, mais j'ai lu des trucs, j'étais obligé de lire. Et et en fait c'est un peu ça, non? Oui, je crois que c'est quelqu'un qui a découvert un peu de manière empirique. Et il a découvert, c'est ça, la vigne, et puis maintenant il fait référence. Bon, il est mort depuis longtemps, une taille Guyot. Et c'est quoi l'autre taille? Le cordon de Roya. C'est comment? Je veux dire ça. Alors la Guyot, on garde une baguette. Ouais. Et le cordon de Roya, on va garder une extension du pied sur un côté ou sur les deux côtés, double ou simple, et sur lesquels il y a des mini baguettes qui vont sortir. J'ai compris. Voilà, avec 2 yeux ou un œil en fonction du nombre. Et on garde 7, 8, 9, 10 petits coursons qu'on appelle avec 1 ou 2 yeux, 1 ou 2 bourgeons. Alors c'est souvent des nombres impairs, c'est marrant, 7 ou 9. On dit on garde 7 yeux ou 9 yeux, non mais c'est ce qu'on m'a dit moi. Souvent, il y a un peu de... Bon, il y a des fois, il y a un peu de superstition. Hein, voilà. Bah, bien sûr. C'est peut-être pas tout à fait ça qui fait la différence. Je ne cache pas que j'ai mes nombres. Tout le monde, tu vois. Et les nombres 7, c'est un chiffre formidable. Voilà. 7 et 8, pas mal aussi. 8 aussi. Ouais, moi j'aime bien le 8 aussi. Mais le 7 est mon favori. Alors le 8, il est plus lumineux pour moi dans ma tête. Moi, les couleurs, il y a des couleurs partout. Quand on parle, dans les mots, il y a des couleurs, tu vois. Et même 8, ça a une couleur plus claire que le 7.
Le 7, je le vois dans des bleus, moi, foncé. Ouais. J'aime les chiffres, les nombres premiers, en fait, les nombres qui sont divisibles Ouais. par eux-mêmes Oui. ou l'unité. Ah, j'adore ça. C'est bizarre, hein? Ah, ça existe. Le 8, il y a de la symétrie. Voilà. Ouais, c'est ça. On a 2 Bah, bras, 4 de chaque côté. c'est pas le même Voilà. esprit, c'est de la symétrie, oui, c'est vrai. Le 8, il est aimé en Asie. C'est un chiffre qui est bien en Asie. C'est peut-être pour ça Ah aussi. oui parce que j'ai pas mal voyagé Parce en que Asie. vous allez beaucoup en Asie Ouais. pour vendre du vin. Ouais, depuis 80. J'ai découvert le Japon en 92 et après surtout Taïwan, le Japon, 92, 93 et je suis allé un grand nombre de fois. Et en fait, quand j'ai créé la société en 2000, je pense que ma culture d'entreprise était plus inspirée de modèles japonais que de modèles français. Et pourquoi? Parce que c'est un pays que j'admire pas mal, parce qu'il y a le sens de la parole donnée, le code de l'honneur, le respect, l'attention aux détails. Voilà, c'est une culture qui me plaît pas mal. Ah ouais, non, mais je comprends. Et ça manquerait par ici? Non. Ah, on est méridionaux ici. Ouais. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Bon, Avec le charme ouais. de l'aspect créatif latin. Ah ouais. C'est le mélange, l'assemblage des deux cultures est fabuleux. La créativité latine et la rigueur un peu à la manière japonaise. Hein. Ouais. Mais vous vivez dans un monde particulier. Tout à l'heure, on était dans la vigne avec Antoine pour faire une petite vidéo hein, sur les réseaux sociaux. Et moi, je lui disais, la vigne, c'est un animal pour moi. Oui, il faut un peu le domestiquer. Hein, Ouais. voilà. Oui. C'est plutôt animal que végétal, je trouve. Hein. Et une fille œnologue, c'est pas mal quand même. Vous avez une sensibilité différente de celle des garçons, évidemment. Ça, c'est toujours le vaste débat de la sensibilité féminine dans le vin. Je ne saurais pas répondre à cette question, très honnêtement. Non. Et alors, à quel moment... Moi, je peux y Ouais. répondre. Ah, voilà. Parce que Ouais. on parle de parité dans le monde de l'entreprise. Ouais. Faut dire, chez nous, la parité elle est inversée chez nous. Alors je sais Oui, pas. chez nous aussi d'ailleurs. Je Oui, sais c'est pas vrai. si ça tient à la personnalité du chef d'entreprise ou ça tient à la qualité des femmes dans le travail de la vigne et du vin, mais c'est surprenant. Hein. Alors, vous en avez beaucoup plus? Je pense qu'on a on doit être 55-45. Hein. Oui, nous aussi, je pense qu'on a. Ouais. Alors c'est vrai que le métier d'œnologue sur le plan 55 technique, femmes. Femmes, c'est oui. beaucoup féminisé quand même. Il y a beaucoup de femmes œnologues et même dans les écoles d'agronomie, il y a beaucoup de filles par rapport aux garçons. Et alors, les 55% de femmes ici, elles font quoi? Par rapport aux gars, il y a quand même des... Alors, les tendances... vous direz, il y en a qui sont dans les vignes. Bon, dans les vignes, en général, c'est plus des hommes, mais il y a quand même un ratio, je dirais, de 70-30. Elles peuvent tailler, elles peuvent relever, elles peuvent conduire les tracteurs. Dans tout ce qui est assistance commerciale, marketing, c'est plutôt largement féminin. Commercial, c'est 50-50. Administration, finance, c'est quasiment que des femmes. Ah ouais. C'est elles qui contrôlent le monde. Vous le Et alors- saviez. Ouais, non, mais vous êtes plus fiable, enfin, c'est affreux ce que je vais dire, mais que les garçons. Mario Loartier, il a des chevaux, d'accord, pour le cinéma. C'est le meilleur au monde, hein, quand même. Et Mario, il m'a toujours dit, alors, si tu as des chevaux, prends des femmes pour s'en occuper, parce que d'abord, elles vont pas aller se saouler le samedi soir, et c'est vrai en plus. Et donc, il est entouré de beaucoup de femmes qui travaillent avec lui pour la fiabilité, quoi. C'est un autre métier qui est très féminin aussi. Vous savez, le centre équestre qu'on a ici, où la conduite, on a un peu de traction animale, on a 2 juments de trait, et la personne qui s'en occupe, on le verra demain, c'est une fille. Hein. C'est fou, hein. Je savais pas, j'ai dit ça. Ouais, non, parce que... Non, mais les chevaux et les femmes, c'est une longue histoire d'amour. Hein. Ah oui. Et Ouais. puis alors, quand une petite fille se met à monter à cheval, en général, c'est vrai. Hein. Nous, on a échappé à ça avec la dernière, Madame Frida, qui a fait une année. Puis finalement, faire les pieds des chevaux et tout, ça lui plaisait pas. Donc, elle va reprendre le hip-hop. Ça va être à peu près ça. Ouais. C'est un peu plus de cavalcade. Ouais. Et alors, donc, tous les deux, vous avez rencontré, je présume, un artiste peintre qui est muet, qui est au bout, habillé en lin blanc. Ouais, Très bien habillé. Un beau garçon, on va dire. ouais, c'est une histoire assez... Un bel homme. Ouais, tout à fait. Ouais. Un bel homme. Ouais, très bel homme. Faut le dire, à la radio, on les voit pas. Et vous aussi, vous êtes un bel homme, non? Et vous, c'est Ninon. Alors, vous ressemblez tellement. Non, c'est vrai. Hein. Ninon, elle a 40 ans à peu près. Vous avez cet âge-là. Ah, pas beaucoup. Non. Mais alors, ce bel homme, il est entré dans votre vie comment, alors? Alors, c'est une histoire qui a démarré... Oh, c'est vrai, quand même. C'est une histoire qui a démarré maintenant. Tu m'as offert mon tableau de mes 50 ans, donc c'était il y a quelques temps. Il doit y avoir démarré il y a 12 ans, quoi.
un peu moins de 12 ans. C'était mon agent hollandais avec qui on est allé, avec des clients, on est allé visiter Roquefort. Ça fait partie du tour ici. Bon, Roquefort, c'est 1 heure de route. Donc, je trouve que c'est un bon passage et le mariage vin et Roquefort aussi est très, très surprenant et on peut faire beaucoup de choses. Et elle me dit, je dois m'arrêter en descendant du Larzac à Clermont-Lérault, voir un peintre que je connais qui a été qui a travaillé dans le vin et qui est quelqu'un que je connais bien, et je lui ai acheté un tableau pour l'anniversaire de mon mari. Et je me suis arrêté chez Christophe avec mon agente, encore une femme hollandaise, et j'ai rencontré Christophe là, et j'ai été très surpris par ce qu'il avait fait. Il avait fait le portrait de Johnny Cash, et il y avait un mélange de pop art, et je trouvais ça très surprenant. Voilà. Et depuis, on est restés amis, et il m'a fait beaucoup de tableaux, dont un qui m'est très cher. C'est bien, hein? Oui, merci. Oh bah, vous pouvez rentrer chez vous maintenant, c'est bon. Ouais, tout a été dit. Oui. Il a tout dit. Non, je rigole. Ah ouais, c'est bien. Les vies peuvent changer, hein, des fois, quand on rencontre des personnes comme ce garçon-là, quand même. Jean-Claude, oui, évidemment. Ah ouais. C'est un être exceptionnel, mais qui en plus m'a aidé à développer mon concept de tableau de vie. En fait, ce que je fais surtout, ce sont des tableaux de vie. Donc les gens me racontent leur vie et je les mets en tableau. Et la première toile que j'ai réalisée pour Jean-Claude, c'était son tableau de vie qui est à l'intérieur du restaurant aussi. D'accord, j'ai compris. Et alors, tant que vous parliez de couleur avant, donc moi évidemment je suis, vous le voyez, que dans la couleur. Ah oui, que dans la couleur. Et vous avez commencé tout petit ou souvent ces choses-là c'est à l'intérieur quand même. C'est à l'intérieur. Puis si ça germe, tant mieux. S'il a la chance de pouvoir faire germer ça par sa famille ou des rencontres ou le hasard, il faut le hasard quand même dans la vie des fois. Pour des gens comme lui, je veux dire. Quand on hérite de quelque chose qui existe déjà, je pense que c'est compliqué à vivre. Je parle de vous, hein. Oui, enfin, bon, moi, j'ai pas ce problème d'héritage, parce que bon, j'ai pris quelque chose qui c'était un peu comme votre DS, si vous la prenez sans le moteur, sans les phares, sans le volant, et qu'il fallait la remonter, quoi. Vous savez qu'un jour elle pourra rouler, mais il y a beaucoup de travail à faire. Donc, j'ai pas ce problème d'héritage, et je l'ai pour l'avenir, oui, je l'ai pour l'avenir. Comment transmettre? Ah ouais. Ça, c'est la clé. Ouais. Parce qu'on ne fait pas ça pour notre métier, on le fait pour le transmettre. Eh oui, c'est pas pour soi. Ouais, non. C'est pas égoïste. On n'est que des dépositaires. Ouais. C'est bien. Vas-y, Jamel. Les routes de l'été avec Gérard Klein sur Sud Radio. Et les routes de l'été aujourd'hui en direct du domaine Paul Mas à Montagnac dans l'Hérault avec vos invités, on les rappelle, Jean-Claude Mas, vigneron propriétaire justement de ce domaine, avec monsieur l'artiste peintre Christophe Eman et l'onologue Stéphanie Prabonneau en direct sur Sud Radio. Monsieur l'artiste peintre, attention, hein, t'as vu? Ça jette. Il a souri. Ouais, donc c'est l'héritage est différent. Quand vous étiez petit, alors vous avez commencé comment? Ça m'intéresse toujours. L'enfance, en général, elle est collée à la personnalité. Jusqu'à la fin, quoi. Non? Bonne enfance. Oui. Vous étiez petit où? En ce qui me concerne, j'étais petit en Alsace. Où? À Colmar et Mulhouse. Oh, c'est beau. Et mon père peignait. Sa passion, c'était la peinture. Donc, en effet, on a toujours vu, donc moi et mes frères et sœurs, mon père peindre avec des toiles accrochées au mur partout. Je crois que s'il avait été violoniste, je ferais peut-être de la musique aujourd'hui. Il était peintre, je fais de la peinture. Ah ouais. Et il en vivait, non? Il faisait ça. Non, il en vivait pas. Il avait un job à côté, mais moi j'ai fait un petit peu pareil. Il fallait, je voulais peindre dès le début, mais c'est vrai que financièrement c'est toujours pas toujours évident. Donc j'ai eu un autre métier dans le vin. Et comme j'étais à Beaune, j'ai fait mes études à Beaune, donc j'ai démarré dans le commerce et le marketing du vin. Et j'ai traversé différentes régions viticoles pour ça. À Beaune. Vous n'avez pas connu Guyotti, ça vous dit rien? Non, mais des Guyots, il y en a beaucoup à Beaune. Non, Guyotti, Gérard Guyotti. Gérard Guyotti, mais je ne veux pas raconter ma vie. Mais quand même, Gérard, moi j'ai 80 ans, donc il y a plein de mecs dont je parle qui sont morts quand même. Gérard, il est mort parce qu'il a fait des excès quand même un petit peu. Mais le plus drôle que j'ai vu, il avait un Dino Ferrari. C'était un garagiste. Ah oui. C'était un mécano garagiste. Il parlait comme ça, qu'ils vont pas nous faire chier, parce qu'il m'était fait arrêter sur l'autoroute, il a été voir les gendarmes, il est rentré, il a dit « C'est quoi ce bordel ?» Il leur a dit « Vous avez fait chier mon pote !» Il est à mourir de rire. Donc Gérard, il avait un Dino Ferrari dans son garage.
Ben, j'ai dit vends-le ou fais-le rouler. Oh non, ça fait rien. Le dino, il était enfoui sous des cartons, il rangeait comme ça, tu vois. Et il est mort. Et je pense que le dino est toujours enfoui sous les cartons. Son père et sa mère, ils étaient dans des cirques, ils travaillaient dans des cirques. Donc il y avait des photos du vieux qui étaient comme ça, comme des lutteurs. C'est la cabane à Jackson, voilà. Et alors, qu'est-ce que vous avez comme souvenir de vie plutôt marrant? Parce que le père peintre, c'est bien, mais c'était sympa. Ah ben, les rigolo. souvenirs, j'en ai une multitude. Je suis né en Afrique noire, parce que mon père y a travaillé là-bas 10 ans et ma vie a commencé comme ça. Je me suis pris pour Tarzan dès le début. Et donc la bande dessinée, les comics, ouais, c'est ça qui m'a formé à ce genre de tableau que je fais, ouais, c'est sûr. Il y a beaucoup de verre chez Edgar Rice Burroughs, le mec de Tarzan. Ah oui, bien sûr, j'adore. Ouais. Ouais, il y a du verre, il y a beaucoup de verre, il y a beaucoup de végétal dans votre affaire. Ouais. Mais donc voilà, ça a commencé comme ça. Puis après, on a beaucoup voyagé avec ma famille, donc beaucoup de régions France et à l'étranger aussi. Et après, avec le vin, j'ai dans mon activité de commercial et marketing, j'ai voyagé beaucoup dans le monde et c'est ça qui m'a donné l'envie j'ai découvert dans le vin plein de gens extraordinaires, un produit aussi qui est complètement magique. Ah ouais. Et dans la peinture que je fais aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis et clients, toujours dans le vin. En fait, on parle le même langage et on finit souvent la conversation par une bonne bouteille. Ouais, c'est des fois. Avec modération. Hein, merci. Ah oui, je veux dire avec modération. C'est rigolo, on doit rajouter ça tout le temps, non? Oui, ça devient, ça ressemble à un tic qui est. Je pense qu'il faut l'habiller quand même. Peut-être, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour dire autre chose qu'avec. C'est quelqu'un qui a. Avec plaisir, peut-être. Ah ouais. Tout en gardant la modération, je sais pas. Avec plaisir et modération. Rajouter plaisir quand même. Ouais. Sinon, c'est parce que s'il n'y a pas de modération, il n'y a pas vraiment de plaisir. Donc voilà. Sinon, c'est qu'une petite contrainte qu'on ajoute à quelque chose qui pourrait vous faire plaisir, quoi. Ouais, donc je t'aime beaucoup, mais. Ou je voilà, t'aime. Vous dites c'est la retenue. Je t'aime, mais. Ouais. En tout cas, boire ou déguster à plusieurs, ça permet d'éviter de boire une bouteille tout seul. Voilà, ouais. Donc, mais le partage. La modération, elle est là, dans le partage. Quelqu'un a dit une bouteille, je sais plus qui a dit ça, une bouteille pour tout seul, bon c'est beaucoup quoi, mais un magnum à deux c'est pas assez. Elle est pas mal. Elle est bien. Elle est pas mal. Ah non mais c'est vrai, on en parle avec ma femme. Évidemment, j'ai une femme, on parle de ça, on rigole. Et je sais plus qui a dit ça. Elle va m'appeler pour nous le dire. C'est top, donc quand même une bouteille tout seul non, mais un magnum à deux c'est pas assez. Évidemment. Donc là la modération et le plaisir doivent se mélanger. C'est compliqué, c'est un peu un truc de faux cul quand même. Faut être clair. Avec modération. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas les faux culs qui manquent. Et pourquoi vous voyagez, vos parents voyageaient comme ça beaucoup? Il était militaire, non? Non, pas du tout. Non, il travaillait pour un grand groupe étranger qui s'appelle Unilever. Oh, bah bien sûr. Moi aussi, j'ai travaillé pour eux. Voilà, il était chargé en Afrique de la distribution des produits d'Unilever à travers de comptoirs, sorte de magasins. Elle s'appelait comment Homo? Non. Non, Unilever, c'était des lessives. Ouais, mais ils vendaient de tout là-bas en Afrique, à travers les comptoirs. Ça allait du whisky au lomo et à la pâte dentifrice, quoi. Ouais. C'est des groupes énormes. Ah ouais, tout à fait. Et donc il a vécu longtemps là-bas, plus d'une douzaine d'années. Il a organisé des chasses pour des films comme Les Racines du Ciel, ça doit vous parler. Ouais. Il a rencontré donc beaucoup de gens et moi je suis né là-bas par hasard, par le fait qu'on était là-bas à l'époque. Mais ça a certainement modifié tout le cours de mon existence. Ah, Out of Africa, vous avez regardé, bien sûr. Ah ouais, c'est mon film, un de mes films cultes, ouais. Avec Robert. Avec Robert, ouais, et Mireille, Meryl. Mais c'est vrai qu'il est beau, le garçon, là. Ouais. Ah ouais, c'est un bel homme. Non, Redford, il est bien, mais... J'ai pas encore fait d'autoportrait. Ah non, mais il aurait pu faire du cinéma, quand même. Ah ouais, non, vraiment. Hein. You're an actor, you should be. Il faut le dire aux gens, je trouve, quand les gens sont moches, tu dis rien, évidemment. Mais des personnes... Non, mais... Tu vois, des gens qui dégagent quelque chose, c'est très important. Et l'enfance, votre enfance à vous, elle est restée collée en vous à l'intérieur ou pas, mademoiselle je crois l'œnologue? que l'enfance, elle reste toujours un peu collée en... Et qu'est-ce qui vous en reste de l'enfance alors? Du bonheur. Et quand vous êtes L'enfance heureuse. Voilà. Quand physiquement on est dans une vigne par exemple, ça vous fait ressentir quoi? Ça vous rappelle quand vous êtes petit? Moi ça me rappelle quand j'étais petit. Non, parce que j'étais pas dans les vignes petites, donc c'est plus le côté végétal, on va dire. Pas forcément vigne, mais végétal. D'accord. Voilà, le côté un peu, comme je disais au début, nature. Alors, moi je trouve que c'est animal une vigne, mais c'est végétal évidemment. Mais autant un jardin potager, ça me fait pas grand-chose, on va dire. Mais ça, je trouve ça touchant. La vigne, il y a le côté animal dont vous parlez, parce que c'est une liane. Donc la vigne, si vous la laissez vivre sa vie, elle est un peu indomptable. Exactement. Elle va se développer de manière assez désordonnée. Voilà. Et en fait, l'homme la contraint. La culture de la vigne, c'est quand même beaucoup d'intervention de l'homme pour la couper, la palisser, la guider.
Alors voilà, si on laisse une vigne toute seule, elle va tomber par terre. Oui, ou s'accrocher aux arbres, Voilà. à l'état sauvage. Elle va sortir ça s'appelle pas des racines, comment ça s'appelle ce qu'elle sort pour s'accrocher? Des vrilles. Des vrilles. Des vrilles, même par terre. Moi, quand il y a des bouts de vigne par terre, je peux pas dire que j'ai une vigne parce que je l'ai pas déclarée. Je vais t'emmerder. Oui, ça, il faut faire attention. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je peux pas le dire. S'il faut le dire, je dirais que j'ai à peu près 300 pieds, mais je peux pas le dire. C'est du chardonnay qu'un copain m'a planté, mais je peux pas le dire non plus. Et donc là, je suis parti 3 semaines. Ça veut dire qu'avant de partir, j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais il y a eu un orage 1 heure après. Donc normalement, c'est pas notre récolte, ma femme et moi, qui va nous faire milliardaires. Ouais, c'est difficile. Cette année, c'est le problème du mildiou, là où il a beaucoup plu. Hein, ouais. Et quand on est en bio, si on traite, s'il pleut, il faut retraiter derrière. Nous, on est en rien, on est en tout et en rien, quoi. En bio, la différence, alors, l'agriculture, ça aussi, c'est pas un truc de faux cul, mais quand même, on appelle ça agriculture conventionnelle. C'est-à-dire, on a le droit d'utiliser un peu tout, en disant, mais non, mais j'en mets pas beaucoup. Alors, je peux mettre mon doigt sous mon œil et tirer la paupière. Quand même. Ouais, alors, les pratiques ont beaucoup changé. Et puis sinon, oui, ça change. C'est ce qu'on disait. Oui, ça change beaucoup. Ouais. Et l'agriculture dite biologique. En fait, c'est un pléonasme parce que théoriquement, travailler la terre, c'est la vie justement. Donc ça devrait être bio. C'est comme quand on parle de biodynamie, de biologie. Ce sont des termes aujourd'hui, moi je dirais, ces termes qui ont été utilisés de manière commerciale. Alors que c'est une philosophie dont on ne devrait même pas en parler. Après, c'est l'approche on doit faire des bons vins avant tout et préserver la nature et faire en sorte que nos vignes se portent bien. Pour qu'elles se portent bien, il est évident qu'il faut les traiter de la meilleure manière et il faut pas, comme un être humain qui va se traiter à coups d'antibiotiques tous les 4 matins, à coups de tout un tas de chimie, il sera jamais bien. Donc c'est développer la partie immunitaire de la plante ou de la personne, c'est pareil. Alors il y a les vignobles qui sont plus ou moins touchés par les produits chimiques, on va dire. Je préfère pas en parler. Et puis il y a des vignobles en se promenant un jour avec des copains, une espèce de rallye automobile avec ils avaient des belles voitures. Eux, ils avaient vraiment des belles autos. Ouais. Et moi, j'avais une DAF. DAF. Je connais ça. Ouais. Avec des courroies. Quand t'accélères, quand on a. C'est un bruit de casserole un peu. Ouais. C'est pas terrible. C'est pas un V8 ou un V12 chez les Rouges. Non, c'était un petit moteur Renault dedans, tu vois. Et moi, j'avais ça. Et donc, c'est Alain Vavreau, un copain et sa femme qui sont à Lyon, qui ont dessiné tous les trucs. Je suis obligé de raconter un peu ma vie parce que avec autant d'années. Et donc, Alain et Dominique nous avaient dit, venez. On a pris la DAF avec Françoise. On est mais à chaque carrefour, la voiture, il fallait pas qu'elle s'arrête. Si elle s'arrêtait, elle était trop chaude. Il fallait attendre 10 minutes. Et hop, après, elle redémarrait. Donc, on a emmerdé tout le monde. Au point qu'il y en a un qui nous a dit, écoute, on va s'arrêter chez un pote qui avait à la Meuloise, qui avait des voitures, beaucoup de voitures. On a posé la DAF, on a fait un déjeuner excellent. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Ah ben je dis, j'en sais rien moi. Et donc il y avait des autos. Et celle-là, non, l'anglaise c'est un V8, c'est un V12 dedans. Par contre, la petite Porsche qui est là, rouge, décapotable, celle-là, elle est facile. C'est comme un diesel, il me disait. Je dis, ah bon, d'accord. Et donc, de la DAF pourrie, où on emmerdait tout le monde, ma femme et moi, on a eu la Porsche décapotable rouge. Alors là, c'était trop. Donc c'est marrant. C'est des histoires marrantes. C'est attachant une auto, non? C'est attachant. Et c'est sans modération l'auto ou avec modération, je sais pas, mais je mélange un peu les deux mondes. L'automobile, c'est un peu un rêve. Ça a libéré tout le monde. Ça fait rêver. Quand on parle des grands pilotes, quand on parle des belles voitures. Et aujourd'hui, on nous parle d'iPhone sur roulette. On nous parle de trucs électriques, là. On a perdu. Une voiture, c'est les odeurs. L'odeur de ricin sur un circuit. Le bruit, la sensation, les vibrations. Mais qui n'a pas connu ça ne sait pas ce qu'est une auto. Et c'était le symbole de la liberté il y a 30-40 ans. Aujourd'hui, une voiture, elle ne doit plus rentrer en ville. On nous met dans tous les villages, je ne sais pas si vous avez remarqué, ici on est des fans des dodanes, alors pour casser les voitures. Vous voyez, alors on en met bientôt on mettra des murs, pour pas que la voiture... Alors je ne sais pas si on n'est pas en train de perdre tout ce qui nous fait vibrer, quoi. Hein. En fait, ce qui est gommé en ce moment, c'est la sensualité, je trouve. La radio, c'est un truc, pour moi, c'est un truc sensuel. On parle pas seulement aux gens, mais il y a une énergie qui sort.
Les garçons, quand ils parlent là, il a une vraie énergie c'est son corps qui parle, quoi. Les gens qui écoutent la radio, là, on parle à une personne à la radio. On parle pas à des millions de personnes. La personne qui écoute la radio, l'homme, femme, il est chez lui, et, il vous entend parler, vous, œnologue, fille. Après, lui, il parle dans la voiture. Et c'est vrai que dans la vie, c'est la sensualité, en fait, qui s'en va. Oui. Tu vois? Si on enlève ça, on n'est plus rien. Hein. C'est pas sauter au cou des gens, ou c'est pas leur sauter dessus. C'est avoir un échange de animal, encore une fois, c'est vrai, hein. La peinture, c'est animal aussi, c'est de la sensualité. Christophe, il est à fond là-dedans. Ça se voit. C'est sa vie. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement les peintures, elles jaillissent quand on rentre dans son atelier, c'est pouf. Ah ouais. C'est vrai. Vous êtes tous invités à venir à mon atelier, évidemment. Combien de temps vous mettez pour peindre une toile? Pour un tableau de vie, il faut environ une centaine d'heures. Ah oui. C'est-à-dire un mois. Mais en fait, un tableau de vie, il faut le regarder probablement une centaine d'heures aussi pour le comprendre. Ouais. Mais le problème du tableau de vie, enfin le problème en termes de temps, c'est de trouver l'attaque. Parce que quand on me raconte une vie, par quoi je commence en fait? Donc je suis comme un metteur en scène. J'ai en fait les acteurs, puisque les gens qui me commandent le tableau de vie, ce sont mes acteurs. Et ensuite, c'est à moi de mettre ça en forme. Et là, tout dans les sentiments, dans la sensualité. Je sublime. Bien sûr, enfin en tout cas c'est mon choix, parce que toute vie est hyper intéressante. Je fais des tableaux de vie une table, un restaurant, une entreprise, un pays, une municipalité. Tout a une vie en fait. Et donc, ah ouais, bien sûr. Donc c'est passionnant. Dans le restaurant, on a le tableau de vie de Pézenas, on a le tableau de vie de Montpellier, on a son tableau de vie. Ah ben celui-là je l'ai pas vu. Il est rare. Celui-là il faut s'y mettre, mais il faut des heures là. Ah ouais, ça fait rire. J'ai pas encore fini de faire le tour. Hein. C'est vrai. Et il est là depuis combien de temps? Depuis quelques années. Mais ma vie ne s'est pas arrêtée à ce moment-là. Non, et sa vie. Ah ouais, c'est vachement bien. Justement, si on met longtemps à le lire, à rentrer dedans. C'est beaucoup de choses cachées que seule la personne qui est concernée peut. Il faut le connaître. Après, il faut le connaître. Ah ouais, non, c'est vachement bien. Je ferai le vôtre un jour, Gérard. Ouais. Ah, je pense qu'il y a de quoi faire. Ah ouais, alors il y a des constantes, il y a des rencontres avec des personnes. C'est vrai, il y a la personne qu'on rencontre un jour quand même. C'est vrai, c'est important. Vrai. Quand ça dure des dizaines d'années, c'est comme ça. Puis après, il y a les enfants. Qui font des enfants. Un tableau, c'est une œuvre d'art aussi, c'est immortel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les photos, on en fait des millions et on ne les regarde plus. Il n'y a plus d'albums photos. C'est comme les voitures. Ouais. Donc moi, je me sers des photos que me confient les gens comme support, parce qu'évidemment, je ne peux pas vous dessiner, vous, Gérard, quand vous aviez 12 ans, si je n'ai pas la photo. Non, bien sûr. Donc j'ai besoin de photos et à partir de là, je construis. Et ce tableau-là, il va rester pour des générations futures. Et c'est une œuvre d'art. Et quel beau cadeau, plus original qu'une œuvre d'art. Mais moi, ça va être déréglé parce que j'ai plein de photos où je ne suis pas moi. Où je fais des films ou des trucs où c'est plus moi, tu vois. Je sais pas. Mais comme je pars d'une photo, quand vous allez voir votre visage pris à partir d'une photo, vous allez vous rappeler de cette photo et derrière encore, ça va encore vous projeter sur d'autres histoires. Très bien, très bien. Vas-y, Jamel. Les routes de l'été avec Gérard Klein sur Sud Radio. Et on est toujours en direct du domaine Paul Mas dans l'Hérault à Montagnac avec Gérard Klein et ses invités, Stéphanie Prabono, onologue, Christophe Eman, artiste peintre et Jean-Claude Mas, vigneron, propriétaire des domaines. Qu'est-ce qu'ils sont ma mère faisait la confusion aussi parce que mon père Paul, moi Jean-Claude, alors Jean-Paul. Mais beaucoup de gens, hein. Même moi aussi. Je suis arrivé. Alors écoute Antoine, te casse pas la tête à faire des trucs genre on est à la radio, après les pubs il faut reprendre et tout. Tu peux me dire, vas-y Gérard, ou un truc. Fais un truc normal comme si on est dans la voiture. On était dans la voiture tous les deux, on roule, et puis tu me dis, tiens, je m'arrêterais bien boire un verre d'eau pour relancer les invités et tout ça. Vas-y, un truc simple. On est de retour sur Sud Radio, sur les routes de l'été, et si on reprenait la discussion... Ouais, mais là, tu fais genre radio avec une musique dans le nez. Tu vois, les gens, quand ils font de la radio, en général, ils parlent comme ça. Et nous sommes... Alors, on peut faire... Aujourd'hui, nous sommes très heureux, nous sommes en effet au domaine le luxe et le rural. C'est quoi ça? Mais ça va pas. Tu parles à des gens, tu lui dis... tu vois, on est content d'être là. Et ça, vas-y, dis-moi. On reprend notre discussion comme avant. Et on s'éclate. C'est mieux. Hein. Oui, Gérard.
Et non, pendant un instant, on parlait de Harley-Davidson, on parlait de voitures, en effet, électriques et tout. Donc, Elon Musk, notre ami Elon Musk, qui va venir, on espère à l'émission un jour. C'est un vieux bab, j'ai dit, pour faire rire, j'ai fait un jeu de mots qui a fait rire personne. Elon, j'ai dit, c'est un vieux bab, c'est un vieux bab. Tu bois du vin? Babylone, je voulais faire Babylone. J'ai fait un bide. Merci de rire parce que personne n'arrive, tu vois. En plus, c'est pas du tout un vieux bab, hein, Elon. Ben, je sais pas s'il boit du vin. Non. Je sais pas. Ah ben non. C'est une question à lui poser. On lance l'invitation sur Sud Radio. Ouais. S'il nous écoute, il doit nous écouter, ouais. je pense qu'il doit nous écouter. Bah, il écoute, il a intérêt. On a inventé un truc. Starlink. Starlink qu'il a inventé. Tu vas en parler? Ben, c'est notre satellite en fait qui nous permet de pouvoir nous déplacer partout en France et d'avoir une connexion, qu'on soit dans un château, qu'on soit dans un champ, qu'on soit justement dans un pied de vigne, partout. Ouais. On peut avoir, si on n'est pas très équipé, si on n'a pas de connexion, on peut justement avoir via des satellites un petit Starlink qui neige, qui fasse pas beau, qui fasse beau ou peu importe. Fabuleux. On peut avoir une connexion internet. Alors là, je l'ai dans ma chambre, je l'ai toujours avec moi. Oh, je l'ai toujours dans. Tu dors avec. Je veux pas qu'on nous le vole. Je suis parano, donc il est dans ma chambre, il est avec moi. Et le Starlink, donc c'est un sac à dos. Je vais vous le montrer tout à l'heure. En fait, il a fait ça aussi, on peut le dire, hein, guerre en Ukraine. D'accord. Il en a envoyé plein. Pour les drones, gérer les drones. Ah, ouais. Internet avec les Russes, pas possible. Donc ça, dehors, sac à dos, le mec qui pose son truc, là, vous allez voir, c'est spectaculaire. Le truc tourne comme ça et clac, à un moment, la petite plaque s'arrête. Ah, elle a trouvé le bon satellite et là, vous avez Internet. Ah, ouais. Extraordinaire. Là, Elon, on l'a félicité. Hein. On l'a tous les jours au téléphone, il veut savoir comment ça se passe et tout. Donc voilà. Lui et Emmanuel Macron. Quant aux voitures, je préfère la DS à la Tesla. Quand même. Oui. Ouais. Ah bah oui, on est d'accord, on est d'accord. Ouais. En Californie, j'ai un pote qui habite là-bas, il m'a dit une voiture sur deux, c'est une Tesla. Il est fort quand même. Ouais. Très fort. Bon. Très fort. Bon bah Jamel, on va te laisser parce qu'il est moins 10, c'est à peu près ce que tu voulais, je crois. Non? Non. Ah, 59. Ah bon, bah ça va. Et alors, on parlait aussi de Harley-Davidson, des motos, en parlant de... Moi, je disais le moteur, les 2 cylindres en V, puisqu'on parlait de moteur, c'est pas terrible comme rendement quand même, non? Non, mais ça fait du bruit. Ça fait un joli bruit. Donc les Américains, ils ont réussi, c'est ce qu'on disait, à faire d'une moto qui est quand même, par rapport à des motos japonaises ou une BMW, c'est beaucoup moins performant quand même. Eh ben ils en ont fait la vedette. Ouais, mais après, quand même, c'est revenu. Moi, je circule en Ducati. C'est quand même. Ah bon ouais. C'est quand même 8 cylindres. Ah bah oui, bien sûr. Avec un super bruit, une super efficacité. Ouais. C'est et donc, avant la Harley-Davidson, c'est une vedette. Ils en ont fait une vedette. Il y a le bruit, les vibrations, tout. Et je disais, il y a un peu, celui qui s'appelle Davidson, en fait, il est complètement lésé. Ouais. Harley-Davidson, on dit une Harley, donc c'est vachement dur dans la vie. Est-ce qu'il faut être Davidson ou Harley? Est-ce qu'il faut être celui qui est devant ou celui dont on parle pas? Bon, Brigitte Bardot l'a rappelé quand même, donc c'était un petit rappel sur le Davidson, mais je pense surtout quand on pose la question à des gens qui sont propriétaires de Harley-Davidson, ils vont vous répondre, c'est un style de vie. C'est pas qu'une moto. Ah ben on est d'accord, mais il y en avait 3 dans qu'on n'a pas forcément dans les autres marques. Oui, qu'on n'a pas aux autres marques, mais oui, c'est vrai. Mais la moto, quand même, c'est un monde. C'est un monde. Hein. Oui. C'est pour ça que j'en parle et on peut en parler. Et tu roules en BM, toi? Moi, je suis en BM. Ouais. Bon, moi, une belle GS, qui est une moto fabuleuse. Ah, oui. Là, c'est l'efficacité absolue. Absolument. Mais moi, je préfère rester, vous savez, le côté italien un peu, pas emmerdant, des fois pas tout à fait fiable, mais c'est du tout ou rien. Je suis plus italien dans tout ce qui est mécanique qu'allemand. Ouais. D'accord. Ouais. Oui, c'est pour ça, j'ai compris, pas de voiture allemande. Si, bon, c'est quand même une très belle voiture. Hein, faut pas... par exemple, je vais aller d'un domaine à l'autre, je roule en allemand. Je veux me faire plaisir, je roule avec autre chose. Ouais, je comprends. Fiabilité, efficacité, et d'un autre côté, le côté un peu plus imprévisible. Bah nous, alors là, moi je peux vous prêter la DS quand vous voulez. Dans le côté imprévisible pour l'instant. Non, mais elle a un très bon moteur. J'ai acheté trop cher évidemment parce qu'on m'a pris pour le mec de la télé. Et donc, mais je regrette pas. Elle avait un beau son. Elle avait pas tourné depuis longtemps, mais elle avait un beau bruit, un beau son quoi. Oui, non. La DS faisait un beau bruit. Ah ouais. C'est pas le bruit des gros cylindrés et compagnie, mais elle a son bruit typique. Ouais.
ouais. C'est moins typique. Ouais. Ah, mais j'aime bien, j'adore cette voiture. On en a eu, donc on n'avait pas de rond, ça coûtait 1000 francs. Je radote, mais c'est 150 €. Ah ben, c'est quand même, et dans le design, quand même, et sincèrement, au niveau design, elle est unique. Unique. Qu'est-ce qu'il y a eu comme ça d'aussi beau? Vous avez donc, encore une fois, quelques Italiens. Chez Alfa, moi je suis fan d'Alfa Stradale, qui est une des plus belles voitures de sport au monde, si ce n'est la plus belle. Après, il y a DS, il y a Type E de chez Jaguar. Ouais. Après, citez-en d'autres. Ben, des voitures qui ont leur... En Allemagne, il y a la Porsche. Il y a la Porsche. Ouais, voilà. Il y a un mec qui s'appelait Karmann, il fait des trucs pas mal quand même. Ouais. Mais aujourd'hui, en voiture avec des diffusions assez importantes quand même, il n'y en a pas tant que ça qui égale tous les attributs que peut avoir une Citroën DS. La suspension, les phares qui tournaient, à l'époque, c'était... Ouais, les idées. Et en plus, DS, j'ai regardé sur Wikipédia, ça veut dire Different Spirit. Et je savais pas du tout. Et donc le bonhomme de Citroën à l'époque, il a dit on va faire autre chose. Après la traction, il y a eu une traction avec la suspension DS. Donc ils ont inventé cette suspension. C'est un gars qui a fait le même fluide, fait les freins, la suspension et direction assistée. Avec surtout les gens qui tombent beaucoup malades, et on entend ça souvent. C'est ce que je disais ce matin. On me disait, ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que il y avait avant la DS, ça s'appelait les idées. Ouais. Vous vous rappelez de ça? C'était moins cher. C'était moins cher. Idée 19. Et mon oncle avait une idée 19 et quand on allait dans l'Aveyron, là, au-dessus de Bédarieux, les routes que Christophe connaît bien, Stéphanie aussi, la haute vallée de l'Orbe. Hein. Oui, c'est ça. On n'arrivait pas, hein, il fallait s'arrêter. Hein. Ah, quand ouais. j'étais petit, il fallait s'arrêter. Derrière surtout. Ah ouais. Devant non, ça allait, mais derrière, il fallait s'arrêter. Col de Notre-Dame, là, il fallait s'arrêter. Ah, c'est dommage, on est vraiment bien dedans, mais on est bien que devant, en fait. Bon. C'est dans les virages, quoi. Hein. Bon, c'était autre chose. Ce matin, j'étais dehors tôt, et puis il y avait des gars qui faisaient le jardin et tout. Et je leur demande donc comment vous taillez autant de pieds. Je radote avec ça, mais quand même. Ils m'ont dit, tout le monde s'y met, même les tractoristes, ils m'ont dit. Oui. Non, mais la taille, c'est essentiel. La taille, c'est... Bon, si on parle un peu de ma philosophie dans faire des raisins et faire des grands vins, ça commence... On a parlé de la plantation, ça c'est la clé. Si la vigne naît mal, naît mal au sens de naître, de naître. vous n'aurez jamais les résultats escomptés. Jamais. Donc il faut vraiment que la vigne naisse à partir d'un greffon, un greffé soudé, parfait. Et après, il faut la cultiver de la manière la plus noble qui soit. La taille, c'est de l'art, c'est de la connaissance du végétal, c'est de la connaissance du végétal et de la production de raisins. C'est essentiel. Déjà, pour monter le plant, vous devez le faire de manière parfaite. Il faut monter la liane, qu'elle devienne qu'on ait ensuite un cep, qu'on ait un tronc, et après des bras pour faire la taille. Mais c'est là où c'est l'essentiel. Moi, j'ai entendu parler de vendange en verre, mais ça, on force la nature. Enlever ces petits à une plante, c'est jamais bon. Hein, c'est jamais bon. Donc, à partir de la taille, on définit le rendement qu'on va avoir en fonction de plusieurs facteurs. Le premier, c'est la qualité du sol. Deuxième, la quantité d'eau. Il faut savoir qu'ici, on est dans on a des pluies de l'ordre de 500 mm par an. Cette année, on va avoir 500 mm, 600 mm, ce qui est assez bas. À Perpignan, je suis même à 350 mm. Donc, la qualité, l'accès à l'eau et la qualité du sol sont très, très importants pour avoir le meilleur équilibre entre le palissage, c'est-à-dire la quantité de feuilles qu'on va avoir, la surface foliaire et le nombre de grappes. Ça, c'est la clé pour atteindre ce qui fait un grand raisin, la maturité parfaite. Et la maturité parfaite s'obtient par une vigne qui est très bien équilibrée entre son sol, son climat, son accès à l'eau, son palissage et sa densité. Donc concurrence, qualité de la nourriture, qualité de l'eau. Et ça, c'est la clé. On peut dire que les vignes doivent stresser, mais Stéphanie... Modérément. Le stress contrôlé. Stress contrôlé. On appelle ça le stress modéré. Stress contrôlé. Alors que l'une des catastrophes dans cette région qui a été faite, c'est qu'on est sorti d'une culture de la production à outrance. Mon père n'était jamais satisfait s'il faisait moins de 250 hecto-hectares. Vous vous rendez compte ce que c'est 250 hecto-hectares. Aujourd'hui, en moyenne, sur le domaine, je suis à 55 hecto-hectares. C'est-à-dire qu'il produisait 5 fois plus que ce que je fais. Donc là, il se retourne dans sa tombe en se disant, mais il est fou.
Ah non. Voilà, c'est aussi simple, ce qu'il m'a toujours dit. Ah bon? Bien sûr. Lui, c'était la rampe pleine, le cinceau, c'était produire. Et c'était la clé. Donc la taille, lui par exemple, elle était essentielle, mais pour faire son objectif. La taille chez moi, elle est essentielle pour faire cet objectif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des mouvances un peu à taille minimale. Ça va pas. Il faut revenir à l'essentiel, le respect de la plante. Bon, le respect de la plante. Et non, c'est parce que t'as entendu, vous avez entendu dans votre casque, il a le même casque. Le monsieur qui parle, donc Jean-Claude, il a le même casque que moi, c'est-à-dire qu'il entend Jamel, il t'entend Jamel. Quand il lui dit 1 minute, donc il entend. Donc c'est lui qui lancera les pubs. Non, mais il est parfait. Vraiment. Non, mais quand même, il y a des personnes. Et puis changer les méthodes après son père, je trouve que c'est quand même gonflé. Mais le nombre de pieds taillés dans une journée varie entre 400 et 700. Si vous prétaillez ou si vous ne prétaillez pas. 700 si on a prétaillé. Si on a prétaillé en cordon noyer, on fait 700. Ça veut dire l'hiver. Oui. Après, au mois de fin novembre, on prétaille. Et après, on attaque la taille qui dure 3 à 4 mois. Ça reste la taille, le poste le plus gourmand en temps de travail piéton. Bien sûr, c'est à la main. Sur une année dans la vigne, c'est vraiment là où on mobilise le plus de personnes. Et ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte 1 000 € à l'hectare. C'est ce que j'allais dire. 1 000 € pour l'hectare pour tailler une vigne de 4 à 5 000 pieds. D'accord, et tes pubs, Jamel, elles rapportent un peu là? 10h midi, Gérard Klein. Clarisse Automobile, distributeur DS, faut préciser quand même qu'ils ne vendent plus des DS 21 ou 23 quand même, non? Et alors, dis-moi Antoine, quand tu seras grand, tu feras de la radio? Ah bah j'espère. Je suis pas parce que je suis pas grand là, tu trouves? Mais non, je rigole. Donc il a 21 ans et c'est vrai, Jean-Claude te questionnait en te disant en gros tu travailles avec un ami commun, Patrick Roger. Antoine, il a de l'ambition, c'est bien. Il a commencé de bonne heure, genre 19 ans, à faire des trucs importants. Et qu'est-ce que vous vouliez lui demander? Vous lui parliez tout à l'heure de ce qu'il faisait. Vous l'aviez entendu? Où est-ce que vous... Ah non, sur le sport. Ouais, voilà. Le rugby. Raconte un peu. Radio, la radio de la radio de rugby. Voilà. Et puis voilà, on fait des podcasts avec notamment Daniel Herrero, Andrew Mertens qui sont retrouvés sur sudradio.fr. Et puis voilà, il va y avoir la quête ultime qui va commencer dans 3 semaines sur Sud Radio. Énorme dispositif parce que c'est la radio officielle de la Coupe du Monde de rugby. Donc voilà, dès le 8 septembre, France All Black en ouverture de la Coupe du Monde. C'est un match de rêve pour une équipe qui a l'ambition d'être championne du monde dans quelques mois. En France, en plus, on a la chance de recevoir, d'offrir cette Coupe du Monde en France, et Sud Radio va pouvoir vous l'offrir. Donc rendez-vous là dans quelques semaines, et l'équipe de France va jouer samedi son 2e match de préparation face à l'Écosse. Donc le match aller était en Écosse, les Français ont perdu avec une équipe un petit peu remaniée, mais à partir de samedi, les joueurs cadres, les Dupont, les Ntamak sont de retour dans l'équipe, et on va se régaler sur Sud Radio, bien sûr, évidemment qu'on suivra ça ensemble. Moi, Antoine, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est vrai, quand j'écoute à la radio le rugby, que je peux pas le regarder à la télé, et c'est pour ça que je reconnaissais sa voix sur le dernier. J'ai dit ça y est, je sais où il est. Quand il parlait, c'est pour ça que je lui dis mais parle normalement. Je suis dans mon élément. Voilà. Et on va quand même parler comme on est la région du rugby ici, non? Et oui, l'Hérault. L'Hérault et Béziers. Alors Béziers, on a été. Bon, il y a Toulouse aujourd'hui qui nous a piqué la place, mais c'est Béziers d'historique quand même. Ouais, Béziers qui évolue en Pro D2, qui va reprendre la semaine prochaine. Narbonne aussi également, qui fait aussi un petit peu la passerelle. Ils sont remontés en Pro D2. Là, ils sont pas actuellement, ils sont redescendus en national, mais voilà, c'est vrai que c'est cette région-là, l'Hérault, cœur de rugby. Avec, maintenant il y a le MHR, mais nous. Moed Altrad. Voilà, mais de ma génération, tous ont joué au rugby. Tous on faisait un peu de rugby. Ah, il y avait Pézenas qui était un peu la pépinière il y a encore là un peu la pépinière de Béziers. Et tous on avait un ballon de rugby dans les mains, et en club ou dans le village. Mais on l'a vu quand on est passé même avec la DS dans des petits villages, des stades de rugby comme ça, au milieu de nulle part, et on sent vraiment cette culture-là. Ici, on la ressent même quand on discute, quand on est même hier à Alès, même si on est dans le Gard, mais il y a quand même ce côté un petit peu terroir rugby qu'on ressent, et Sud Radio est bien accueilli dans ces terres-là, parce que Sud Radio, la radio du rugby, on le rappelle. C'est pour ça que Béziers doit reprendre sa place maintenant. Il faut qu'il remonte. Un jour, mais on rêve, mais bon, il faut un jour. Ce beau stade Raoul Barre. Et alors Antoine, c'est toi qui vas t'en occuper du rugby sur Sud Radio, je veux dire. Il y aura un gros dispositif avec notamment Alexandre Priam aussi qui sera aux manettes, avec Nicolas Delage, Daniel Herrero, bien sûr la voix. Mais vous êtes où? Vous serez à Paris ou? On sera partout, on sera dans les stades, on sera en studio, on fera des délocalisations, on sera partout en France. Et alors pourquoi tu prends pas un invité par match?
Tu vois, un invité genre un mec comme moi qui n'y connaît rien du tout et qui regarde pour l'émotion, pour dire parce que c'est vrai que le rugby c'est autre chose. Je veux dire, c'est un engagement, quoi. Voilà. C'est magnifique. C'est un sport de combat collectif. C'est le seul sport de combat collectif qui a pas mal de valeurs solidaires. Il faut l'expliquer parce qu'il y a plein de gens qui passent. Et il y a beaucoup de liens avec le vin. Bien sûr. Combien de joueurs de rugby sont intéressés au vin? Notamment Rémi Lamera, qui est le dernier, qui est un ancien joueur de l'Union Bordeaux-Bègles et qui, en reconversion, et il y en a beaucoup qui le font, a lancé son propre domaine viticole et aussi faut le mettre aussi, il faut le souligner parce que souvent en double projet, après une carrière qui s'arrête souvent des fois à 35 ans, 36 ans, il faut retrouver quelque chose. Et c'est vrai que ces joueurs de rugby sont très attachés au terroir, à ces racines-là, et le domaine viticole est aussi quelque chose qui est très ancré dans la partie culture rugby. Et justement, Rémi Lamera a fait ça, il y a un super reportage dessus où il explique comment il fait son vin maintenant alors qu'il a 36 ans. On est bien précis ici, j'ai un grand collègue qui est très bon vinificateur aussi. On ne dira pas son nom parce qu'on va faire le pub pour lui, hein. Mais que j'aime beaucoup. Voilà. Ah non, c'est bien, c'est bien. Donc à Montagnac, on est dans l'Hérault. Comment dans l'Hérault, dans l'Hérault, à Montagnac. Je sais pas des questions, il y en a plein, mais comment s'appelle le luxe rural? Oui, le luxe rural. Ça veut dire quoi le luxe rural? Parce que c'est trop... Le luxe rural, c'est l'émerveillement des 5 sens par un mélange entre les éléments, les lieux et ce qu'on est, ce que notre savoir-faire. Le luxe rural, pour moi, c'est un peu, on peut imaginer acheter une pomme dans un magasin très huppé dans les quartiers chics parisiens. La pomme sera très bonne, mais la meilleure pomme, ça sera celle qu'on va cueillir sur l'arbre, qui est mûre et qu'on mange depuis l'arbre. C'est un peu ça. Donc c'est tout ce qui, c'est ces petits luxes de tous les jours, c'est voir un beau paysage, voir un ciel bleu. Ici, quand vous regardez, quand j'ai des visiteurs, je leur dis, regardez la quantité de vert qu'on a. Le nombre de nuances de vert qu'il peut y avoir. Et ça, c'est unique au monde. Enfin, unique au monde. C'est un peu la Méditerranée, notre partie de la Méditerranée avec l'Italie, la Croatie. Enfin, toute cette partie-là. Parce qu'on va dans les pays tropicaux, le vert est assez homogène. C'est pas assez... Violent. Vous voyez, assez uniforme. Mais ici, les quantités de verre sont fabuleuses. Les paysages. Après, il y a la vigne. Ce que je dis de la vigne, moi, aujourd'hui, c'est les jardins à la française du 21e siècle. Ces vignes bien taillées, qui forment les vallons, les paysages. Il n'y a pas de beauté. Je ne connais pas une région viticole qui ne soit pas très belle, qui ne soit pas merveilleuse. Qu'on aille même dans la Napa Valley, qu'on aille en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Bordeaux, en Bourgogne, en Italie, dans le Barraul. La région du Barraul, c'est d'une beauté extraordinaire. Il y a l'architecture. Voilà. Bon, le luxe rural, c'est savoir profiter de toutes ces émotions qui sont là, qu'il suffit de cueillir avec un peu de goût et en profiter et se sentir bien. Et mes vins, j'estime qu'ils font partie, c'est le plaisir de la dégustation, le plaisir à l'âme aussi. Ben c'est l'âme du paysage en fait. La vigne, elle va prendre, peut-être que la vigne, elle regarde, on ne sait pas du tout comment vit un animal ou un végétal, on ne sait pas quels sont les rapports du végétal avec son espace, bien entendu. Il y a des animaux qui sont heureux, par exemple dans des prés, j'ai eu des vaches qui étaient heureuses, bon c'est affreux, après on les tue, mais on sent vraiment le confort d'un animal, on sent que l'animal il est apaisé en fait. Et parfois la nature comme ça, c'est apaisant. Il faut profiter de ce qui nous entoure quelque part. Pour expliquer le luxe rural, j'avais 80 Américains qui sont mon distributeur américain qui sont venus. Alors bon, on leur a fait faire les tours en calèche, le cheval, la visite de la cave, la visite du moulin à huile, dégustation d'huile d'olive. Et à un moment, je me suis dit, j'ai vécu 2 ans aux États-Unis. Je me suis dit, comment je vais pouvoir les surprendre. Je suis allé chercher des fraises chez le marché juste à côté, sachant qu'aux États-Unis, les fraises sont énormes, très belles, mais qu'on goûte une fraise, une tomate ou autre chose, c'est le même goût. Ils ont goûté des fraises, ils en parlent encore. Je leur dis, vous n'avez jamais goûté de fraises, goûtez ça. Et ils en parlent encore. Ah ouais, c'est fou. Juste quelque chose de... C'est des petites choses comme ça qui font qu'on s'équilibre nous-mêmes. C'est cette notion d'être proche de ce qui nous environne, de tout l'environnement que l'on a. Et c'est proche. Après, ça partie aussi être proche des gens. Mais c'est ça, chez nous, le luxe rural, c'est notre gastronomie, c'est notre huile d'olive. L'huile d'olive, la vraie huile d'olive, mais il faut savoir ce que c'est. C'est comme le vrai miel. Il y en a ici. J'ai de l'huile d'olive et j'ai du miel. Mais le miel, pourquoi on parle autant de miel dans toute la poésie et compagnie? Mais quand on goûte du vrai miel,
on découvre que c'est de la crème, c'est pas du sucre, c'est même pas sucré, c'est de la crème. Eh ben oui, on trouve des miels industriels, enfin entre guillemets, il y a du miel et du gras. En fait, on rajoute de la graisse, du gras dedans. Ça, pour c'est faire un truc onctueux. le goût des vraies choses. Le goût des vraies choses. Tiens, Ouais, parlons vrai, le goût des vraies choses. Et puis regarder, prendre le temps de regarder autour de soi. Les gens souvent sont très énervés, quoi. Donc, en randonnant, en marchant un peu, des gens arrivent à regarder autre chose. Le regard, le regard, il est nourri. En Auvergne, où on va souvent, le regard. Mais l'œil est content, quoi. Tu vois, dans l'œil, bon, lui, il est peintre, toi, t'es peintre, vous êtes peintre. Mais se régaler le regard, c'est top. On marche et puis on s'arrête en haut je parle de l'Auvergne, quoi. C'est d'autres vers encore. Et surtout, c'est des distances, des volumes, des vallons, ça glisse comme ça et tout. Mais il faut rester un quart d'heure. De manière à manger ça un peu du regard, quoi. Non? Ce qui est surtout passionnant de mon point de vue, c'est que derrière chaque produit extraordinaire, comme le miel, comme l'huile d'olive, comme le vin, c'est qu'il y a un homme derrière. Il y a des gens derrière. Exactement. Et c'est ça la grande différence entre le côté industriel qu'on voit dans beaucoup de pays. Et nous, c'est vrai. Ça, c'est l'avenir de notre viticulture. Absolument. Un jour, on me posait la question, quel est l'avantage de la viticulture languedocienne par rapport au reste ou la viticulture française? C'est qu'on est des entreprises familiales comparées à des... Voilà. Et ça, le parallèle revenir, avec la peinture, je le fais aussi parce que moi, je ne travaille pas du tout avec les ordinateurs. Moi, je suis un peintre laborieux, comme l'était le peintre flamand du 17e. Pas un infographiste. Ouais. Merci, Jamel, à toi. Les routes de l'été avec Gérard Klein sur Sud Radio. Parlons vrai. Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi. Gérard Klein. Avec Domaine Paul Mas, le luxe rural en Languedoc. Les routes de l'été sur Sud Radio en direct de Montagnac dans l'Hérault avec plein d'invités qui sont là autour de cette table. On parle de vin avec modération, bien sûr, mais on parle de plein de choses avec non modération, on n'a pas pu venir. Avec plaisir et modération. Puis on l'aime pas. Oh non, moi je l'aime pas du tout. Vous le connaissez, modération? Son nom c'est Ration, son prénom c'est Modé. C'est Modeste en fait, il s'appelle Modeste, on l'appelle Modé Ration. Qui s'accompagne de plaisir. Surtout. Voilà, exactement. Non, elle l'a quitté. Sa gonzesse est partie, elle s'appelait Plaisir. Monsieur. Bah oui. Oh là là. Modération, tout le monde s'en va. T'es tout seul. Normal. Non, mais là on était parti loin dans les photos, les iPhones, les téléphones, dessiner. C'est vrai que plus personne avec une main et un crayon, c'est ça, ne sait dessiner, on va dire. J'exagère. Évidemment, j'exagère. Il y en a beaucoup qui savent dire. Mais aujourd'hui, c'est vrai que de façon systématique, on fait appel tout de suite à l'ordinateur pour dessiner même un petit rond, quoi, ou une grappe de raisin, ou un héron. Le héron. Le héron, ouais. Le héron qui, en fait, est une gravure que j'ai faite quand j'ai décidé de créer le logo de l'entreprise. J'ai décidé de le créer en 98 et l'entreprise, je l'ai créée créé juridiquement en 2000. Donc, je l'avais nommé Paul Mast, après le nom de mon père. Ouais. Et l'histoire d'avoir ce logo, je vais vous la raconter quand même l'histoire. Bah oui, mais bien sûr. L'histoire du héron, je travaillais dans une autre entreprise et les graphistes, la société de création là que j'utilisais, avec qui j'étais devenu ami parce qu'on avait fait de belles choses. Et c'est comme toujours pareil, il faut donner une idée, un brief. Faut pas dire fais-moi quelque chose comme ça. Non, il faut donner une âme parce que l'étiquette sur une bouteille de vin, c'est le premier contact que va avoir le consommateur avec le vigneron. Donc il faut pas parler d'une étiquette, il faut parler d'un message à travers une étiquette. C'est pour ça que moi j'aime dessiner et j'aime bien créer mes étiquettes. Donc mon message à travers mes étiquettes, il vient de moi, quoi. C'est pas. Donc par rapport à ça, à l'origine du logo, l'histoire, elle démarre avec ce créatif qui me dit voilà comment tu vois ton étiquette. Bon, tu as la demeure familiale qui ressemble à un château moyenâgeux, qui était dans un état, en tout cas, qui pourrait être utilisé. Sinon, tu n'aurais pas autre chose, tu n'aurais pas... je lui dis, j'ai une histoire que j'ai souvent racontée, que ma mère s'est affolée quand j'avais 3 ans. On habitait, j'ai gardé la demeure familiale, donc le château de Conas, C-O-N-A-S, s'il vous plaît, à côté de Pézenas, qui est à 1,5 km de l'Hérault, et auquel il y a un moulin, et il y avait la cave qu'avait acheté mon grand-père à l'époque, qui est une énorme cave pinardière, comme on les connaissait dans les années 50. Et à l'âge de 3 ans, je suis parti, et tout le monde me cherchait, et je suis descendu, voir mon grand-père, je sais pas trop quoi faire. En tout cas, j'étais quasiment à la rivière, près de la cave, près du moulin, et un ouvrier agricole m'a trouvé, il me dit qu'est-ce que tu fais là tout seul? Et je lui ai répondu, je viens voir les grands oiseaux.
Et c'est de là où est partie l'histoire de Vinus, le héron, emblématique oiseau de ces terres de paradis, qui au goujon de la rivière préférait les raisins sublimes, merlot, syrah, cabernet que donnent ces courteaux riches de mille fossiles et ensoleillés. Voilà, c'est qui ça? C'est de moi. Ah ouais, vachement bien. Très joli. C'est l'histoire qui est écrite sur l'étiquette originale. D'accord. Ouais. Ah non, très bien. Et donc pour dessiner un héron, vous vous êtes trouvé, ou tu t'es trouvé Voilà, un illustrateur. le bec dans l'eau. J'étais le bec dans l'eau. Voilà. Voilà. Et donc pour Elle est bonne, dessiner celle-là. avec cette finesse, après il y en a eu d'autres qui sont venus, qui l'ont. Et l'illustrateur qui a fait l'original, eh ben, un jour j'ai dit il me faut le faire revivre parce que je dis à Christophe, je dis mon héron là, il y a des gens qui confondent avec un canard parce qu'il n'a pas les pattes assez longues. C'est vrai. Et je l'ai vu, C'est vrai. surtout. Bah, j'ai pas voulu critiquer évidemment la Mais non. gravure que j'ai vue. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai un Et petit il peu faisait un rajouté peu, patate, ouais. il faisait un peu canard. Et Ah. d'ailleurs, il est en mosaïque là, Ah, bah, à l'entrée du restaurant. On pourra le regarder. Quand j'ai des étrangers, je leur dis regardez, on a découvert cette mosaïque dans les sols. Elle est romaine. C'est pour ça que j'ai créé Le c'est héron. pour le héron. Ça, c'est une autre histoire. Vous voyez, c'est comme après, on a- Nicole ici. On est sur le lieu dit Nicole. Pourquoi Nicole Ah. Bon, mais ça, je vous raconterai peut-être une autre histoire. Et on Mais il y a l'a fait plusieurs. vivre le héron en plus. Et le héron, on l'a fait vivre. Donc là, on est parti de ça. Là, il y a cette histoire de la mosaïque avec un ami pareil qui est mosaïque, qui est le seul mosaïque, qui est le seul à faire des carreaux ciment en France, Ah oui, encore. historique encore. Ouais, le seul, David Alichou. Et il fait de la mosaïque traditionnelle de l'école d'Houdin. Il est où? Il est long. Il est à Pézenas. Oh, Mais c'est il est top, en vacances là. Il a pas Oh, pas c'est- pu venir. Je Ah crois ouais. qu'il est en Espagne. Oh, un truc c'est comme ça. top. Bon, on en aura un autre demain. Mais ça fait partie des artisans d'art que j'aime, quoi. C'est Bien aussi sûr. ça. Ah Et ouais. donc, ce héron, il fallait le faire vivre, il fallait lui redonner de l'élégance, quoi. Et Christophe me dit, bah, moi, je peux te le dessiner, le héron. Allez, bingo. Voilà. À la main avec un crayon, quoi. Voilà, il a repris, on a fait des planches, il vole. On a fait même, on a un logo dynamique. Je me suis pris pour Maître Godwin Mayer ou Universal. Ce qui fait que l'entrée sur mon site internet, c'est un logo dynamique à la Godwin Mayer. Ouais, comme le lion, J'ai quoi. découpé le vol du héron. Ah ouais, c'est vachement bien. J'ai découpé le vol du héron dans les phases essentielles, quoi, le décollage. Et après, on a le vol, recomposé ça l'atterrissage. avec. Et après, en effet, il y a eu une mise en animation qui était. Mais un héron, c'est un Boeing hein, quand ça décolle. Hein. C'est magnifique. Ça a de l'envergure. hein. Ouais, c'est grand. C'est Ah ouais. profilé. Il y en a Ouais. beaucoup dans mon coin, là où j'habite. Alors, Il y une a autre eu histoire réunion. sur les rangs, pour finir sur les rangs, ou continuer, je sais pas. Ce héron, bon, c'est Vinus. Il mange pas les grenouilles, surtout pas les Argon Frog. Ça, on en parlera plus tard. Il mange pas les poissons, il mange pas les œufs, il mange que les raisins. Donc, il peut pas avoir une couleur classique. Ah non. Hein. Donc il a des couleurs un peu terracotta, un peu rouge, un peu jaune. Il est un peu coloré, quoi. Ben oui. Et un jour, j'ai quelqu'un qui vient dans le caveau, il me dit, oh, c'est beau ce héron que vous avez. Et je lui dis, oui, je croyais qu'il se foutait de moi. Et je dis, oui, c'est Vinus le héron. Il me dit, oui, non, mais vous connaissez la variété de héron, parce que vous savez, il y a très peu de hérons dans le monde. Je crois qu'il y a 10 ou 11 variétés de hérons. On connaît surtout le héron cendré. Voilà, le gris, le blanc. Il y a des blancs. Voilà. Mais apparemment, il y aurait une dizaine ou 11 Ah, je sais pas. variétés de hérons. Et moi, ça serait un héron pourpré. Ah, bah il faut regarder alors. Ah, Voilà. bon. Il y a des blancs, il y a Ouais. des hérons blancs qui sont en train Ouais. de supplanter le héron gris. en fait. Voilà, donc oui. ça fait on a au moins 3 catégories. Là. Ah ouais, le ouais. cendré, Le le monde blanc. animal est absolument extraordinaire. Ouais. Moi, je peins beaucoup les animaux. C'est fabuleux. Et jamais un héron va se plaindre de la façon dont je l'aurais peint. Alors que Non. les humains, pas toujours. Ouais. Je vois. Non, je crois qu'il va rien dire du tout. Non, il y a plein de hérons blancs. Ça mange, hein, un héron. Hein. Ça mange beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah bah ouais, En ça plus, consomme très du astucieux poisson, parce ouais. qu'il ouvre ses ailes, souvent, certaines variétés ouvrent ses ailes au-dessus de l'eau, ce qui crée une ombre. Et les poissons Ils viennent remontent. donc se mettre à l'ombre. Et là, il a qu'à se servir, quoi. Ah oui, alors il y a plusieurs techniques. On m'a parlé d'un truc, je sais pas si c'est vrai, qu'il aurait sur les pattes quelque chose qui attire le poisson. Je sais pas si c'est vrai. Ah. Je sais pas. On va leur demander. Il suffit de voir, de trouver un héron et de lui demander. hein. Il faut appeler un ornithologue. Là, Ben, je sais peut-être pas. qu'il y en a un qui va appeler. Là. Là, on s'est On éloigné. dit qu'on dit que on des s'est- bêtises. Ah ouais, Vous ouais. appelez au 0826 300 300 sur Sud Radio. Et Ah ouais. peut-être que. Ouais, on s'est éloigné de la vigne là quand même. Mais on y retourne alors. On devrait y retourner, ouais, dans la mesure où. Non, mais c'était à 3 ans, ça. Oui. Mais non, Et au après, mois je suis de- parti. Voilà, au mois d'août, on m'a dit qu'il y avait rien à faire dans la vigne, c'est vrai? Bon, avec la sécheresse, là, il faut travailler un peu le sol pour faire remonter la fraîcheur. Donc on fait quoi? Bon, on laboure un peu, on griffe. On laboure pas profond, mais on griffe. On disait
3 labours égale un arrosage. Un arrosage, Là, c'est sec. Je sais pas, c'est sec. Hein. Et vous voyez, on a l'irrigation, on a le goutte à goutte dans beaucoup de vignes. Mais le problème, c'est l'eau. Il faut avoir l'eau pour irriguer. Ah bah oui. Et ouais. Donc, mais la vigne se comporte très bien. Cette année, on s'est plaint de la sécheresse non-stop. Quand elle a débourré, Stéphanie, les vignes étaient belles. Oui, oui, il y a une vraie résilience de la vigne quand même, globalement, parce que c'est vrai qu'on était très très inquiets en avril-mai parce qu'on n'a pas du tout eu de recharge. En Méditerranée, souvent ce qui se passe, il pleut beaucoup en octobre-novembre, on a nos fameux épisodes Cévenol, là, on remet les réserves à niveau et puis on redémarre une nouvelle saison. Et là, ça fait 2 automnes qu'on n'a pas ces pluies-là. Donc le niveau des nappes est dramatiquement bas, un peu comme partout en France, on n'est pas les seuls concernés. Et on a eu des pluies en mai-juin qui ont été suffisantes au bon moment pour arriver à accompagner. C'est pas vrai partout. Vous parliez des Pyrénées-Orientales tout à l'heure. La zone littorale est quand même beaucoup plus sèche, mais globalement le reste du Languedoc va tirer son épingle du jeu cette année. Vous parliez de vignes très développées tout à l'heure. Il faut là, les voir, effectivement, elles sont belles. Elles ont tout le choisissage. On a irrigué, mais on n'a pas apporté grand-chose comme eau parce qu'on n'a pas l'eau. Là, en ce moment, on est coupé d'eau. Il faudrait quand même j'ai vu le 14, là j'ai vu des gouttes sur la météo. Donc, si on a un autre petit orage du 14, les 20 mm du 15 août. C'est toujours l'orage du 14 juillet, du 15 août. Les 20 mm, l'orage c'est 20-25 mm. Ah, c'est pas mal. Oui. Oui. Mais un orage, ça va laver ce qu'on met sur la vigne pour la protéger. Oui, mais là, il y a beaucoup moins de... Après, les champignons n'attaquent plus. Voilà. Une fois que les raisins sont sucrés, ont tourné, ce qu'on appelle la véraison, là, quand ils changent de couleur, les champignons n'attaquent plus. Le taux de sucre fait que les pathogènes... mais je vais apprendre. Il faut surveiller quelques papillons encore, mais voilà, tout ce qui est champignons, on est un peu tranquille maintenant. Ouais, c'est un peu le souci. Aujourd'hui, les papillons, qui vont piquer le grain et qui vont le faire pourrir. Ça, qui vont pondre dans le grain. C'est fou quand même. Oui, on n'est jamais tranquille. C'est très complexe. En fait, on parle des produits de traitement, mais la vigne, c'est une plante très attaquée. Mais c'est vachement attachant. Voilà. Justement pour ça. Jamel. Les routes de l'été avec Gérard Klein sur Sud Radio. Parlons vrai. Présenté par Clarisse Automobile, distributeur DS. Et tes invités. Ouais, mais c'est trop fort. Luxe rural, moi je regarde, quand on est arrivé, tu vois, je regarde tout quand même. Et je lui disais, j'ai pas beaucoup de vocabulaire en fait. Donc quand c'est beau, je dis, oh la vache, tu vois, un truc facile. Ou alors il y a un autre mot qui commence par un P, tu vois, putain. Et donc, magnifique. Tout est bien, magnifique. Le gravier en bas, la bâche sous le figuier pour que les figues, évidemment, si elles tombent dans les graviers, c'est râpé. On peut pas les ramasser. Donc il faut les goûter ces figues. J'ai pas osé y toucher. Il faut les goûter. Elles sont petites. Il y en a de mûres. Bon, elles sont pas très grosses, non, c'est les petites figues. Et j'ai fait je connais un chef cuisinier 3 étoiles qui est je crois le plus jeune français, Guillaume Gaillot, qui est à Caprice à Hong Kong. Et il était venu ici, parce qu'on avait fait quelque chose ensemble. Il a goûté les figues et il fait un plat, le pigeon aux figues. Et il m'a dit, tu peux m'en envoyer des caissettes à Hong Kong? Je voudrais bien, mais... C'est pas possible. Ouais, ça aurait été possible, mais Mais bon, tellement qu'il les avait trouvées bonnes. On a des figues ici assez surprenantes. Ouais. Ah ouais, à cause de quoi? Je sais pas. C'est la variété. C'est la variété. Qui s'est bien adaptée. Ouais. Voilà, donc on arrive à la bâche sous le figuier, donc il y a des graviers. Le gravier, ça fait cossu. C'est dans un film, je sais plus, tu sais. Avec la voiture qui roule sur les graviers. Exactement. Moi, je disais, mais il y a un mec avec un râteau, tac, il doit bien ramasser pour pas que ça déborde, tu vois. Et dans le gravier, à un moment, c'est comme une espèce de treillis en plastique ou je sais pas quoi, ce qui fait que vous marchez sur le gravier, mais pas dans le gravier, ça s'enfonce pas, quoi. C'est vachement bien, ça. Ça fait un chemin, quoi. Et donc, je faisais des commentaires. Tout est bien. Je disais, regarde, là, il y a une piscine et tout. Moi, je m'en fous, je suis pas très aquatique, mais quand même. Après, on rentre dans la maison. Oh, la maison! Je dis, regarde, il faisait frais et tout. Et donc, tout était bien. Mais c'est une vieille maison aussi. Et il y a un endroit, tout était bien. Il y a un endroit où tu as garé justement ta DS, qui t'a quand même assez impressionné. Qu'est-ce qu'on y fait justement dans cet endroit? Alors là, il y a des soirées ou des garden parties. Garden party. C'est magnifique avec ici. Mon food truck. Qui est magnifique. Il faut le décrire. La caravane. Il s'appelait le Shiny. Ce modèle, c'est le Shiny parce qu'il est très brillant.
Donc je l'ai récupéré. Il a été récupéré aux États-Unis, il a été préparé en France. Et j'ai monté une cuisine. Et après, bon, c'est un bon moment autour d'un bon verre de vin, quelque chose à manger, de la bonne musique. Ah ouais, Avec des saxophonistes qui vont jouer dans le livret, qui partagent le moment de musique avec les gens qui sont là, un groupe qui joue. Voilà, on va sur tout ce qui est jazz, rhythm and blues, musique sympa des années 60. Ça c'est le 70, jeudi soir, en plus en nocturne, ça il se passe. C'est le jeudi soir tous les 15 jours, voilà. Ah ouais, c'est assez incroyable parce que c'est vrai qu'il y a vraiment un panel de choses ici à faire. C'est un beau terrain. Ça donne envie d'un verre de vin, quelque chose à grignoter de très bon. À Une côté bonne des musique vignes. et ça part dans le livret en dansant. On essaie de pas être trop tardif parce que je pense qu'on peut profiter entre 19h et 24h. Et alors, qui vient là? Qui vient? Des gens locaux qui ont des maisons secondaires, si c'est des étrangers, des locaux qui habitent ici, qui nous connaissent, qui ont envie de passer un bon moment. Ce que je disais tout à l'heure sur le livret, autant que pour les vignes, on est bien dans une oliverie. S'il fait du vent, ça protège du vent. S'il fait trop chaud, c'est pas trop chaud, c'est assez frais. Je sais pas, mais l'olivier est quand même un arbre fabuleux. Et alors, comment l'huile, vous la faites où? Alors l'huile, elle est faite. En fait, ici, le domaine est divisé en trois entités qui sont un triangle. Donc ici, on a le château Paul Mas, donc qui fait partie des domaines Paul Mas, où on a le restaurant et la cave du château Paul Mas. À 1,5 km plus haut, on a toute la partie viticole, c'est-à-dire tout ce qui est un peu sale, les tracteurs, les charrues, essentiel. mais utile. Mais je vous y amènerai. Et on a le moulin à huile là qui est là. Donc c'est assez grand, c'est protégé. J'ai des employés qui habitent là et donc toute la partie exploitation viticole, le matériel. Tout ce qu'il faut, la cantine pour les gens qui travaillent là. Et après, il y a ma maison. C'est la troisième. C'est la maison que j'ai construite, qui a été finie le site a été fini en 2018. Et j'ai construit ça par rapport à ce que j'aimais. J'ai fait un chai que je veux, qui est un peu le chai ambassadeur, image du groupe, qui a un petit chai pour faire le plus grand vin du monde. C'est juste une petite ambition. Alors, c'est-à-dire? Le chai déjà a une forme particulière, il épouse la colline, il a une forme de bateau, pour imaginer qu'il peut transporter les vins vers au plus haut, et des cuves qui sont d'une forme un peu particulière, des vendanges qui sont en partie manuelles, j'ai sélectionné 13 hectares de vignobles qui sont les vignes qui pour moi sont les plus qualitatives dans les 250 hectares qu'on a ici. Par exemple, on a une Syrah qui est, on paraît pas, mais on a une Syrah là, à 2 km, qui est à 180 mètres d'altitude et qui regarde la mer et 7. Ici, on est à 90 mètres d'altitude. Il y a des terres d'argile noire qui sont... J'ai lu l'histoire un peu et ça, je l'ai découvert dans l'étang de Marseillette. C'est là où j'ai un autre domaine, où je trouvais que les Cabernets, les Marcelans, qui a un croisement entre le Cabernet et le Grenache, donnaient des résultats de vin rouge complètement exceptionnels. Et l'histoire de l'étang de Marseillette, c'est un étang asséché là au XVIIIe siècle par les Italiens. Quand on regarde l'histoire du Médoc, c'est un peu la même histoire. C'est les palus asséchés par les Hollandais. Donc les plus grands Cabernets du monde, jusqu'à ce jour, peuvent venir du Médoc. Mais vu que j'ai compris comment ils avaient fait, c'est la même chose. Et vu que j'ai un climat quand même qui est plus sympa, je dis, je vais faire les plus grands Cabernets du monde. Ben oui. Voilà, c'est tout. Évidemment. Et donc c'est dans ce chai où on a, après le chai enterré, où on a les barriques. On fait des élevages assez longs, 16-18 mois. C'est ce que j'allais dire, Donc tout est en culture biodynamie. C'est pas pour dire biodynamie, parce que j'ai découvert autre chose. C'est que les vignes que j'ai achetées, le domaine ici, il avait 13 hectares. Aujourd'hui, il y en a 250 autour de ce domaine. Et j'ai acheté les vignes en face. Et ces vignes, figurez-vous qu'elles étaient en bio depuis 25 ans. Et j'ai découvert un grenache, le grenache qui est juste en face la maison, sans acidité, qui avait une capacité à vieillir complètement affolante. Et c'est à partir de ce moment-là que j'étais convaincu qu'une vigne qui est cultivée de manière, on va dire, la plus respectueuse possible, sans
lui donner des substrats, ou que ce soit en forme d'engrais ou de produits qui rentrent dans sa sève, ce qu'on appelle la systémie, ce qui a été développé dans les années 60, où sans traiter le sol, maltraiter le sol avec des nitrates, on fait des vins exceptionnels. Donc cette partie, cette notion de biodynamie, pour moi, est essentielle pour faire les plus grands vins. La biodynamie, alors ça a été, nous on a connu en faisant cette virée en voiture dont je parlais tout à l'heure avec la DAF, on s'est retrouvés en Bourgogne, et puis les jeunes qui faisaient le vin faisaient de la biodynamie, ils n'osaient pas le dire. Mais il ne faut pas en parler. Ils disaient non, on n'en parle pas parce que moi, ils vont nous prendre pour des fous, les gens. Donc tu te rends compte, donc ils disaient pas la biodynamie. Moi, quand on regarde l'histoire de Steiner par rapport à la biodynamie, ma mère faisait de la biodynamie, et ses patates étaient exceptionnelles. J'étais à Noirmoutier là pour mettre au frais pendant une dizaine de jours. On parle des pommes de terre Noirmoutier, mais les pommes de terre du jardin de ma mère, c'était encore autre chose. Ah, c'est vrai. Comment elle faisait? Elle trouvait les bons plants sûrement. Après, c'était de la terre de bonne qualité. Elle utilisait du fumier de bergerie. Elle le plantait et elle le ramassait en fonction de la lune, etc. Et pas de chimie. Pas de chimie parce qu'on avait la chance d'être un endroit protégé. Vous savez pourquoi pas de chimie? Ça coûtait trop cher. Ouais, ça c'est l'autre côté. C'est arrivé dans les années quoi, 60, 50 le gros coup de chimie. 60. Le gros de chimie, ouais, c'est 60, ouais. C'est les résultats des développements qu'il y a eu pendant la guerre, dans les années... les grands chimistes qui ont produit les BASF, les Monsanto, c'est d'où ils viennent. Voilà, bon, c'est pas la peine... Donc voilà, s'il faut aujourd'hui, c'est grâce à la technologie qu'on se passera de la chimie. Donc c'est la compréhension. Au geste, quoi, en fait. Ouais, et après il y a du travail. Nous on développe, on parlait de Supagro, on a une chaire à Supagro, on développe beaucoup de recherche et développement à partir de là. Parce qu'il faut quand même de l'aide, hein, comme si vous avez mal au dos, on prend un anti-inflammatoire, ça passe le dos, ou on va chez un ostéo qui va recadrer tout ça. Donc il faut aller plus vers vers l'ostéo. Il y a beaucoup de recherches aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'innovation variétale. Voilà. C'est un nom un peu barbare, mais ça veut dire créer des nouveaux cépages qui résistent un peu plus aux maladies. Comment on fait? Mais qui gardent la qualité. C'est-à-dire, on parlait du Cabernet Sauvignon, c'est pas tout d'avoir un cépage rouge résistant, encore faut-il qu'il soit bon. Voilà, c'est comme un ténor. C'est un enjeu quand même qui n'est pas encore. Le problème aujourd'hui avec probablement un peu une dégradation génétique ou je sais pas tout, mais Cabernet Sauvignon, on a l'exemple type, c'est des vignes qui au bout de 30 ans qui vieillissent très vite, sont alors qu'historiquement Carignan arrivait jusqu'à 100 ans. Et pourquoi alors il s'épuise? Il y a des maladies du bois, ce qu'on appelait les SCA, c'est une maladie du bois qui touche particulièrement le Cabernet Sauvignon. Qui vient du bois, c'est pas extérieur, c'est pas un c'est un champignon qui vient de contamination aérienne. Les champignons, si vous voulez, les champignons, c'est un équilibre. Vous allez avoir l'esca, moi je le compare au Brettanomyces dans la cave. Le Brettanomyces, c'est ce qui donne le goût de cheval, de sueur de cheval, de fumée de cheval au vin qui le dégrade. Ce sont des levures. En fait, tout est un équilibre entre ce qui est bon et ce qui est moins bon et ce qui est mauvais. Et le bon doit tuer le mauvais. Et c'est un peu ça. Et l'esca, aujourd'hui, pour moi, on l'a traité, je vous dirai pas comment, mais c'est de manière... avec du poison, on l'a traité. On l'a traité avec du poison pendant des années. Ça a été interdit il y a quoi, 25 ans? Années 2000, oui, voilà. 25 ans. La vigne, elle est plus habituée à ce on lui donne une béquille pour se protéger et il faut qu'elle se défende par elle-même. Pour se défendre par elle-même, c'est ce que je disais, il faut replanter en repréparant les sols, il faut mieux sélectionner les plants, il faut repartir à zéro. Plutôt que dire, là j'ai un problème, allez boum, je fous une rustine, je bombarde, je détruis. Il faut qu'on revienne à ce qui a fait qu'on a construit des vignobles magnifiques ou même des maisons. Et aujourd'hui, pour construire une maison d'une manière traditionnelle, c'est une prise de tête. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est comme refaire un enduit sur un mur, arracher le ciment au petit marteau-piqueur, puis refaire tout à la chaux. Quoi. À la chaux aérienne ou à la chaux hydraulique. Qui sait le faire aujourd'hui? Mais non, il y en a quand même. Il y a peut-être des gens jeunes, mais il y en a pas beaucoup. 10%. Ouais. 10%. Alors que la chaux, c'est pareil. Le métier de charpentier, là, on a parlé avec Notre-Dame. J'ai travaillé avec des charpentiers qui sont dans la Lozère, la société Orlac. Mais ils font des choses extraordinaires. Ah ouais? Et c'est quoi? Ça coûte 10% plus cher que faire de la merde industrielle.
ou allez, on va dire 15% plus cher. Non, puis ça tombé. fait travailler des gens différents, ça entretient un savoir et tout, mais alors après, il faut transmettre, donc tous les gens jeunes qui sont, dans mon coin, là, il y a un abri pour les chevaux qui a été fait par les charpentiers d'Eure-et-Loir, ou un truc là où j'habite pas trop loin. Magnifique, mais magnifique. Puis rien que passer, c'est un pré en fait, où il y a des chevaux en pension, mais un grand pré. Rien que voir les gars bosser, quoi. Tu vois vous voyez qu'ils sont contents. Mais content d'être là. Est-ce qu'on peut faire une annonce? Ouais, bien sûr. Je crois que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont oublié ce qui étaient les plus beaux métiers au monde. C'est bien derrière une tablette, mais quand on parle de conduire un tracteur, moi je dis toujours à mes tractoristes, avec leur attelage et tout, vous conduisez une Porsche, parce que c'est la même valeur. La même valeur qu'une Porsche, 120 000 € un tracteur attelé aujourd'hui. Ouais. Quand vous allez dans les vignes, quand vous découvrez ça, la manière dont ils sont payés aussi, mais oubliez faire une exit strategy en achetant, en montant un truc sur YouTube pour faire mais oubliez ça, vous allez vous faire chier, vous allez le faire une fois, vous ferez pas 2 fois, tandis que là, tous les matins, vous allez vous réveiller, vous allez régaler d'aller au travail. Je crois que ça, il faut redonner l'envie, quoi. C'est possible, hein. Mais il faut arracher l'iPhone des mains des gens, parce que beaucoup de gens, c'est vrai. Peut-être à travers l'iPhone, il faut les apprendre à aller voir ce qui est bien. Voilà, peut-être, c'est assez difficile. Parce qu'on a quand même un sacré problème pour trouver des gens motivés et passionnés. Hein. Alors, vous faisiez de la poésie tout à l'heure. Moi, j'écris des chansonnettes toujours pour Frida, parce que c'est mon bon public, quoi. Donc, il y a un truc que je suis en train de lui écrire, c'est en fait, il y a entre Ice Cream et Ice Cream, le cri. Après, t'as Ice Cream, donc, et puis Screen, c'est un écran. Donc en fait c'est un truc compliqué que je vais lui écrire où en fait on va faire la confusion entre dans ton screen en fait c'est moins bien qu'un ice cream parce que tu vois, donc c'est con mais ça m'amuse. Dans la voiture on a le temps de penser, tu vois, t'as le temps de réfléchir à des bêtises comme ça, voilà. Non c'est bien. Et alors vous tous ensemble vous faites faut laisser des traces. Bon il y a le vin, il y a tout ça, il y a ici le tourisme, mais je sais pas, des bouquins ou des films et tout, vous avez pas envie de faire un film, non? En tout cas, moi mes tableaux, j'espère qu'ils vont rester encore pour des siècles. Mais d'aller encore plus loin. Je sais pas, puisque aujourd'hui beaucoup d'images je fais des illustrations, je peux faire des décors de théâtre, je fais. Voilà. Ouais, mais le film, t'avais pas loin, t'as déjà le scénario. Oui. T'as déjà aidé au scénario. Bien sûr, moi j'adore ça. Je devine, quand on me dit rien, je devine. Et alors, vas-y. Quand on me raconte une vie, évidemment, je la mets en scène. Donc ça, c'est exactement ce que je fais. Donc je fais un film. Et mes tableaux, c'est comme une bande dessinée où vous avez toute l'histoire, et je fais des couvertures de livres aussi pour des romanciers, et quand on regarde bien la couverture, c'est un tableau de vie du bouquin, et dedans il y a l'arme du meurtre, et il y a toute la solution, ouais. Mais bon, il faut la trouver, il faut avoir lu le bouquin pour comprendre le tableau en fait. Et alors vous habitez où? Ça me regarde pas, mais quand même une grande maison, une petite maison, des gens autour, des compagnons, des femmes, des enfants, des chevaux, des chiens. Personnellement, j'habite pas loin d'ici, à 30 km à Clermont-Lérault. Ça me regarde pas, mais je demande quand même. Si, lui, on voit un peu où il habite quand même, Jean-Claude. Dans son petit pavillon de banlieue. Ça fait rien. Il rigole. J'ai une maison à étage, et le premier étage est consacré à mon atelier. Ah, c'est bien. Avec lumière, fenêtre? Non. Alors justement, moi je n'aime pas du tout peindre à la lumière naturelle, parce que la lumière naturelle m'empêche à retrouver les couleurs quand je reprends la toile. Que tu as dans la tête. Exactement, donc je fais à la lumière artificielle, là je peux retrouver mon jaune et mon vert. Vous parliez de vert avant, c'est vrai que c'est compliqué, le vert c'est un mélange de bleu et de jaune. Et donc si je me trompe dans les verts, je ne peux pas retrouver les liens de la toile. Donc à la lumière artificielle, donc pas de grande verrière. Non. Ah, c'est marrant ça. Et surface de l'atelier, grand? Toujours trop petit, parce que là je suis actuellement en train de faire une toile de 7 mètres et mon atelier doit faire 7 mètres. Quoi. Donc je suis obligé de le reconstruire pratiquement avec la toile. Et alors la toile, comment ça? Je me débrouille en fait, parce que c'est un polyptyque. Donc la toile est tranchée en plusieurs morceaux et puis j'en fais un puzzle. Ah ouais. Et rez-de-chaussée, il y a quoi? Cuisine? Rez-de-chaussée, c'est ma femme qui travaille, elle a son activité de réflexologie et de prothésiste ongulaire. Donc c'est une maison concept, faut venir. Réflexologie, c'est la plante des pieds des fois. Réflexologie, c'est comme l'acupuncture, avec des points d'acupuncture, mais avec les doigts, pieds, mains, corps. Je suis curieux, mais bon, ça m'intéresse. Et au premier étage, j'ai un petit showroom avec une présentation de pas mal de mes toiles.
Oh, bah, dis Tout le donc. monde est invité à Clermont-Lérault, s'ils trouvent mon nom, c'est bon. Ouais, Clermont-Lérault. Bon, alors à suivre. Hein. Les routes de l'été avec Gérard Klein sur Sud Radio. Avec Domaine Paul Mas, le luxe rural en Languedoc. Allez, encore quelques minutes sur Sud Radio en direct de Montagnac depuis le domaine Paul Mas, ici dans l'Hérault. On se régale et puis voilà, il nous reste encore quelques minutes d'émission avec nos invités ici, Gérard. Ouais. Non mais on rigole parce qu'on a tous entendu la pub, lâche-moi la grappe et tout. On est mort de rire quand même. Non. Bah ouais, non, c'est marrant. C'est la vie, mais quand même, on peut pas être quand on entend les pubs, on est Non, comme vous. Tu vois, ça me rappelle mes vacances. C'est-à-dire Les vacances d'été. Oui. Les vacances d'été, au lieu d'aller à la plage ou à la montagne, moi, la fin juillet, c'était de ramasser parce que mon père faisait des raisins de table, il aimait beaucoup ça, parce que c'était vraiment un viticulteur, il aimait les raisins, hein, plus que le vin. Et fin juillet, on ramassait les cardinals, on ramassait les raisins de table, et c'est Clermont-Lérault, c'était une grosse base d'expédition de raisins de table, et tout ça s'est perdu. Et ouais, c'est beaucoup de souvenirs, hein, on a chez les Clermont-Lérault, c'est par la gare routière, enfin la gare non, ferroviaire, que tous les transports des vins de table peuvent démarrer. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus de gare routière, et le vin de table, évidemment, ça a pratiquement disparu. Ouais. Quelque part. Là, moi, bien je aussi. parle des raisins de table. Hein, de Oui, le l'époque, raisin, vous voulez dire. le raisin. Le raisin de table, tu avais un gros muscat expéditeur à Bellargat, tu avais du muscat, tu avais en blanc, il y avait les chasselas. Donc ça s'est allé, on va dire, de fin juillet vers le 25 juillet, 24 juillet avec les cardinals. Je pense pas qu'on dit les cardinaux, les cardinals, c'est le cardinal. Ouais. Et après, ça finissait avec l'Alphonse Lavallée. J'avais même une vigne que pendant les vacances de février, au lieu d'aller au ski, n'est-ce pas, j'allais attacher la vigne de Perlette. C'était la perle de Saba, c'était les premiers raisins sans pépins qui étaient à côté du château. Hein. Donc, elle était palissée, donc il fallait l'attacher. Donc, le mois de février, après la taille, évidemment, on a attaché les baguettes. Palissé, peut-être vous savez, parce que ça veut dire, mais c'est simple quand même. Si vous savez, tout le monde sait quand même, non? Il y a un fil de fer, on va dire, on accroche la liane quelque part, la palissée, on l'aide. Ouais. On la guide. C'est on la porté. guide. Mais alors, où ils les trouvent, leurs raisins, je sais plus combien la grappe, là, je sais pas la grappe, là, ça vient d'où tout ça? Ça vient de vachement loin, non? Je présume. Je sais pas. Non, je suis sûr qu'ils font un travail en local. Oh, il est rigolo. Si vous voyez la tête qu'il fait, quand même. Bon élément. Ils Alors, ont le là- bon goût d'avoir mes vins, donc ils ont forcément du bon goût dans le chaud des raisins. Ah ouais. Jean-Claude Mas, il est incroyable quand même, non? Ah, il est passionnant. Là. Bah oui, non, puis il a une énergie incroyable. Il est rieur. Il rigole quand même. Il a beaucoup de distance, je veux dire, par rapport à tout, à la vie et tout. C'est lourd quand même. C'est un porte-avions ici. L'entreprise, les vins, les maisons, c'est vrai. Les domaines, les employés, c'est un porte-avions. Comment on arrive à dormir? Vous dormez? Ouais, moi, non, j'arrive à dormir, j'arrive à relativiser. Et après, j'ai mes moments pour moi aussi. Hein, donc c'est important ça. Après, partager notre métier comme on est en train de le faire, sincèrement, c'est du bonheur. Oui. C'est du bonheur. Faut trouver les bonnes gens, c'est les bonnes personnes. Voilà. Voilà, C'est la clé, c'est les gens avec qui on se fait plaisir. Oui, qui comprennent bien, qui sont pas jaloux, malgré tout. On t'arrive, tu vois quelqu'un qui a quand même. Oui, c'est ça énorme, va au-delà de ça. Il y a une synergie, que ce soit avec Christophe. Ouais, mais quand même. C'est vraiment un métier d'échange. Stéphanie, je vais vous raconter comment je l'ai connue, Stéphanie, quand même. Je rachète un domaine dans les terrasses du Larzac. Et elle était œnologue conseil là. Oui. Et moi, les œnologues conseil, parce que quand j'ai démarré, j'en avais autour de moi. Mon frère était avec moi au départ, et on avait des œnologues conseil de partout. Et la seule chose qu'ils arrivaient à me dire, parce que moi je suis pas du tout technicien de vin, je l'ai appris sur le tas. Hein, et je suis né dans les vignes et j'ai appris le vin sur le tas. Ils me disaient ouais, mais toi t'as un palais commercial, toi t'as ci, toi ça. Alors j'ai dit les œnologues conseil, je ne veux plus en voir un foutre les pieds chez moi. Les vins on les fait comme moi je le sens. Et c'est là où on démarrait 2011, je rentre Stéphanie. Je fais une dégustation avec elle. Je la regarde, je me dis ah, elle est sûrement différente. Et depuis l'histoire a continué, elle a pris, elle nous aide sur d'autres choses. Et je passe pas assez de temps avec elle là, cette année. D'ailleurs, il faudra qu'on aille dans les vignes. Mais voilà, donc c'est. Il faut toujours être à l'écoute dans le monde du vin parce qu'on peut faire tous les styles de vin de la terre. Donc en fait, ce qui est important, c'est effectivement le vin auquel le vigneron est attaché et qui va trouver son marché. Le vin, c'est une signature. Ouais, bien sûr. C'est une signature. Mais comment on arrive à rentrer dans le goût de l'autre en fait?
Eh bien, on écoute. Et puis... Non, moi, j'ai une approche qui est un peu différente. Le mentor qui m'a appris la vie autour du vin, disons que mon père m'a appris la vigne, et j'ai eu la chance en 93 de rencontrer une personne qui s'appelait Giorgio Grai. C'est pour ça que j'ai une grande affinité avec l'Italie. Giorgio Grai était un des plus grands énologues italiens, mais qui avait le sens du vin à l'italienne. Le vin fait partie, moi, je parle du luxe rural, mais en Italie, on appellerait ça en italien lusso contadino, c'est naturel. Ils sont naturellement comme ça. Et c'est la différence avec l'approche française du vin qui est un peu plus hautaine. Goûtez ce vin, c'est un grand cru, vous l'aimez pas, mais le jour où vous connaîtrez le vin, vous verrez que c'est un bon vin. Ça, ici, c'est proscrit. En revanche, en Italie, toi, viens là, regarde, prends un peu de prosciutto et goûte mon friuli ou mon... Ah, il est bon. Ouais, je sais pas. Ah, mais attends, goûte celui-là, tu vas voir, il est meilleur. Vous voyez, c'est cette approche. Dire. Moi, sincèrement, j'ai eu la chance. Je suis né dans... j'aimerais que mes enfants aient connu ça, mais jusqu'à l'âge de 15 ans, je ne pouvais pas manger un poulet acheté sur le marché. Je ne mangeais que des poulets fermiers de la ferme de mes grands-parents. J'ai un palais qui a été éduqué, et ça c'est ma culture générale, en plus d'avoir un peu étudié, un peu beaucoup. J'ai éduqué mon goût. Et ça m'a permis de rentrer vraiment en connexion avec cet ami Giorgio, qui lui était œnologue, qui m'a fait remonter du verre jusqu'à la cave. Et de la cave, le chemin à la vigne, il était déjà fait puisque j'étais né dans les vignes avec mon père. Donc c'est un peu mon histoire, et c'est ce qui m'a fait avoir un goût qui arrive à exprimer pour chaque raisin son caractère. Quand on goûte un de mes chardonnays, quand on goûte un de mes viogniers, quand on goûte un de mes cabernets, quand on goûte un de syrah, il a vraiment le caractère du cépage, mais le style Jean-Claude Mas. Mon style, c'est quoi? C'est des vins qui ont une harmonie, qui sont équilibrés en bouche, qui sont plutôt puissants, qui sont plutôt riches, qui couvrent bien le palais, et après qui ont une certaine complexité. Mais la complexité, je ne vais pas avoir la prétention de dire que mes vins sont complexes. La complexité, c'est autre chose. Ça se découvre par le terroir, par l'origine du raisin qui va développer quelque chose. C'est là où j'ai rencontré Stéphanie sur un terroir d'exception de Terrasse du Larzac, où là, quoi qu'il en soit, c'est bluffant. Après, le résultat, c'est de l'art. Voilà. On s'y retrouve tous. Et ça, il y a quelques terroirs. Ça fait 20 ans que j'ai démarré mon entreprise, 22 ans. J'ai eu 20 ans pour apprendre, maintenant j'ai 20 ans pour révéler. Et j'affirme aujourd'hui qu'il y a des endroits dans le Languedoc où on fait des vins qui sont parmi les plus grands vins du monde, que ce soit pour vieillir, hein. Qu'on ne parle pas que les vins du Languedoc ne vieillissent pas. Moi, je vous ouvre une bouteille d'un 2003, année très chaude, soi-disant incapable de vieillir, elle va vous mettre par terre. Elle est exceptionnelle, que ce soit même en blanc. Donc, il y a tous ces a priori, tous ces je crois que qu'il faut bannir et redécouvrir un peu tout ce qui existe dans nos terroirs pour exprimer des vins d'exception, que ce soit le Château Martinol qu'on trouve chez Nicolas, qui vient de Limoux, que ce soit le Château Créricard, qu'on retrouve, et aussi chez les autres, qu'on trouve chez Leclerc, que ce soit, etc., que ce soit les PO, que ce soit le Château Loriga, et chacun, mais il y en a certains qui sont vraiment exceptionnels. Eh ben merci infiniment. Et j'ajoute juste un petit truc quand même. Avant, Jamel, que t'envoies la petite musiquette, le monsieur à ma gauche, il a 4 filles. Vas-y, Jamel. 4 filles, 6 petits-enfants. C'est un boulot à plein temps, le plus beau rôle de ma vie. Et ça commence aujourd'hui. J'ai pas le rôle principal, c'est la vie. Et c'est normal. 1, 2, 3. Quand t'auras 10 ans, moi j'aurai 80 ans. Quand t'auras 20 ans, j'aurai 90 ans. Et pour fêter tes 30 ans, je t'offrirai mes 100 ans en chantant. Pas facile d'avoir 2 vies, il me faudrait 1 siècle et demi pour connaître ton mari, tes enfants et tes amis, pour que ta grand-mère adorée leur raconte mes 68. Notre histoire a commencé là, et puis j'ai fait du cinéma, de la radio, de la télé, mais on s'est jamais quitté.
Faudra surtout parler d'elle, ta grand-mère est exceptionnelle. T'en fais pas, pépé, je serai toujours là pour parler de toi. T'en fais pas, mémé, je serai toujours là pour parler de toi. Ah, c'était Gérard Klein avec sa petite fille Frida en direct de l'Hérault Montagnac. C'est toujours cette musique qui conclut cette émission. C'est 2 heures qu'on a passé ensemble ici dans l'Hérault, mais on reviendra demain parce que ce domaine il est vraiment riche dans plein de choses et on parlera un peu plus de côté masse et le restaurant, le luxe rural aussi qu'on peut trouver. On aura des producteurs d'huîtres, on aura également le responsable maraîcher du domaine et on parlera également aussi des écuries du domaine. On se redonne rendez-vous demain, bien sûr vous connaissez l'horaire, 10h midi sur Sud Radio. Tout de suite, c'est les débats de l'été avec Thierry Steiner et à midi, rendez-vous avec Robert Ménard, maire de Béziers, à la veille de l'ouverture de la feria. Comme chaque année, les anti-corridas se mobilisent. Pour ou contre, vous nous donnez votre avis au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.